Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un question-réponse. Il y a un beau soleil là qui est en train de se lever, j'ai pas pu résister à ce plaisir avec les yeux un peu froncés, je suis désolé. Un question-réponse parce qu'il y a des questions qui sont arrivées par... Il y a Thierry qui a posé des questions sur... Thierry, pas moi, l'autre. Sur Facebook, sur le forum du site aussi. Et donc voilà, il m'a ramené vos questions, il y en avait d'autres qui étaient de ci, de là, qu'on avait rassemblés pour moi. C'est un plaisir parce que, non pas pour se poser en espèce de connaisseur universel ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le propos, vous le savez. Le but c'est de participer à enrichir cette base de connaissances sur l'humain qui me semble plus que jamais indispensable. Parce que je sais pas si vous sentez l'air du temps actuellement, mais l'air du temps il est à la peur absolue. Et la peur, elle est cultivée sur tous les modes, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, dans le domaine de la relation humaine. C'est la peur partout. Et la peur, c'est simple. Il n'y a que 3 réactions normales à la peur. Enfin, normales. Il n'y a que 3 réactions à la peur. Lutte, fuite ou paralysie. C'est simple. Ce sont les 3 réactions des organismes vivants au stress et donc à la peur. Lutte, fuite ou paralysie. Donc il y a celui qui, face à la peur, rentre dans la lutte, il y a celui qui s'enfuit, qui va se planquer, puis il y a celui, je ne bouge pas et j'essaie de passer sous le radar. Lutte, fuite ou paralysie. Et force est de constater que c'est ce que l'on voit à l'échelle de la société actuellement, lutte, fuite ou paralysie. Et il y a une 4e voie qu'on a oubliée. Il y a une 4e voie, c'est ne plus considérer la peur. C'est-à-dire ne plus apporter d'attention aux facteurs qui promeuvent la peur. Ne plus être sensibilisé à la peur. Vous savez, des récepteurs, c'est toujours une question de sensibilité. Il peut y avoir un produit qui est sécrété dans l'organisme. Si la sensibilité des récepteurs est augmentée ou diminuée, ça va moduler d'autant la réaction de l'organisme. Bien, ne plus devenir sensible à la peur. Pour prendre une 4e voie, qui est la 4e voie de tracer sa route sans considérer ces petits jeux de manipulation qui sont issus de la peur. Parce que la peur manipule. La peur manipule, et pour moi le meilleur antidote à la peur c'est la connaissance. Tu es dans la peur quand tu es dans la crainte des idoles, du grand Manitou qui va te tomber dessus, quand tu ne connais pas les lois biologiques, les lois du vivant, les lois de l'écosystème, les lois sociologiques qui président au fonctionnement de tout groupe humain, de tout organisme vivant, de tout écosystème. Si tu connais ces lois, tu n'es plus dans la peur. Tu connais les causes et les conséquences. Tu sais que si tu tires sur cette ficelle, ça va avoir telle conséquence. Si tu tires sur celle-là, ça va avoir telle conséquence. Au besoin même, tu arrives à mixer les 2 influences et tu sais où tu vas et tu fais des choix en conséquence. La peur, c'est le fruit de l'ignorance, uniquement. Et force est de constater que nous sommes dans une époque de peur et d'ignorance crasse absolue. Et dès lors qu'on essaie d'apporter une forme de connaissance simple, pas simpliste, mais simple, parce que les lois du vivant, elles sont très très simples, elles peuvent être expliquées à un enfant, les lois du vivant, c'est rassurant, c'est vraiment rassurant. Et dès lors qu'on essaie d'apporter une connaissance, on est taxé d'extrémisme, d'ésotérisme, de sectarisme, ou de je ne sais pas quoi. C'est normal, c'est le plus formidable antidote à la peur. Et la peur, c'est ce qu'on utilise pour te manipuler en permanence. Donc, le but de ces vidéos, c'est quelque part de sortir de la peur. C'est sortir de la peur des grands méchants mots, le cancer, le sida, les maladies neurodégénératives, les troubles quels qu'ils soient de prostate et tout. Le truc, le verdict, là, tu sais, le diagnostic qui te cloue. Là. Alors, bonjour, je pense que vous avez un cancer. Et là, pouf, paralysé. Il y a eu des très bons sketchs faits là-dessus, mais il ne faut pas en parler parce que ce sont des gens qui sont pas acceptés dans notre société. Mais il y a eu un très bon sketch fait sur le cancer que je recommande énormément parce qu'il est criant de vérité, il est somptueux. Et c'est vraiment ça. C'est le chaos, il est fait par la peur. C'est-à-dire que non seulement tu es malade, mais en plus on te paralyse. Et on te fait t'acidifier à toute vitesse par un verdict, un diagnostic. Mais un diagnostic qui devient verdict, parce qu'on te pose un diagnostic et puis on te le pose comme un pronostic. On dit ok, tu as un cancer, change de survie, 5 ans. Ça c'est juste, c'est inéductable. Toi, de toute façon, tu n'as rien à dire là-dedans. De toute façon, tu n'as même pas ta part à jouer, parce que si tu demandes, dites-moi, mais est-ce que mon mode de vie, mon alimentation, mon rythme de vie pourrait avoir une influence dans l'évolution de ce cancer? Ah mais non, t'as rien à faire là-dedans. Toi, t'es qu'un pion. Toi, t'es qu'un pion, t'es qu'un compte en banque, t'es qu'un assuré de la sécurité sociale qui va nous rapporter de l'argent.
Mais toi, tu n'as rien à jouer là-dedans. Tu es extérieur à l'histoire. Et cette notion d'être extérieur, d'être étranger, tu sais, il y a Camus qui avait écrit ce livre, L'étranger, moi je l'avais étudié au collège, comme tout bon collégien, et ça m'avait marqué à l'époque, ça m'avait laissé une drôle de sensation de mal-être, hein, d'être étranger à sa vie. En même temps, il avait pointé quelque chose qui était très, très vrai, hein, cette sensation d'être étranger à notre propre vie. Pourquoi est-ce qu'on est étranger à notre propre vie? Parce que on a été complètement détaché de nos besoins vitaux, des rythmes naturels, on a été détaché de l'ouvrage, de la création. Nous ne sommes plus que des petits pions d'un énorme rouage dans lequel finalement on n'a ni les tenants ni les aboutissants. Donc finalement, bon, on vient s'insérer là, il y a autre chose qui peut s'insérer là. Et dans notre santé, dans notre mode de vie, c'est exactement la même chose. Tu vis, tu sais pas trop pourquoi, tu manges à peu près ce qu'on te donne. Hein. D'un seul coup, tu vas développer, déclarer une maladie. De toute façon, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est pas de ta faute. Bien sûr que non, puisque l'alimentation n'est pas en cause. Donc puisqu'elle n'est pas en cause, tu n'as rien à voir là-dedans. Et puis tu n'as aucune possibilité de t'en sortir par toi-même. Il faut que tu passes par la blouse blanche. Ça, c'était avant. Ça, c'était ce qu'on vous avait raconté. Mais ça, c'était faux. Et ça, c'est l'empire de la peur. L'empire de la peur fonctionne sur ces valeurs-là. Alors ouais, il y a une autre voie. Il y a une autre voie que je me plais à présenter au cours de ces vidéos. Une voie qui est faite de connaissances. C'est pour ça que ces vidéos sont parfois longues, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la connaissance. C'est pour moi un absolu, total. Il faut connaître les lois. Et tu te demandes pourquoi le système politique actuel ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'on n'y a plus place, parce qu'on ne fait plus rien en matière politique. On a délégué ça. Mais c'est exactement pareil en termes de santé. On n'a pas, soi-disant, la connaissance, parce qu'on nous a persuadé qu'il fallait une connaissance comme ça, un bac plus 9, pour arriver à comprendre les paramètres qui président à la santé humaine, alors que c'est faux. Il faut un bac plus 9 pour connaître la maladie, pour connaître toutes ses coutures. Mais il ne faut pas un bac plus 9 pour arriver à comprendre les paramètres qui président à la santé. Les paramètres qui président à la santé, ben, l'humain les a connus avant même l'apparition des scientifiques. Ah ouais? Eh bien ouais. L'humain a vécu, a prospéré, s'est développé, certainement même de bien belle manière. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, mais l'homme préhistorique, il mourait à 30 ans et tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais très bien que l'histoire est un champ d'affrontement idéologique majeur. La préhistoire, l'humain avant l'humain, on nous en a écrit une espèce de fable. Hein, c'est un espèce de petit bonhomme rablé tout poilu qui mourait à 30 ans, qui passait son temps à violer les femmes et chasser les mammouths. Peut-être un petit peu simpliste. Là, on s'est quand même rendu compte aussi que les plus anciennes traces humaines qu'on a, les mecs, ils n'avaient pas de cancer, ils n'avaient pas de caries. Ils n'avaient pas de caries. Mais alors, et qui font quoi les dentistes? À cette époque-là, les dentistes étaient au chaume nu. Wow, mais ça craint, il n'y avait pas de boulot. C'était une époque de glandes. Eh ouais, peut-être que c'était une époque de glandes. Il y a peut-être quelque chose à aller travailler là-dedans. Mais, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais force est de constater quand même que, j'ai perdu mon fil, mais que, ça démarre mal là. Il faut que je prenne mon prompteur, la pipe. Force est de constater quand même, oui, donc, de toute façon, que bah, cet humain et cette évolution humaine n'est pas, contrairement à ce qu'on te dit, uniquement un épanouissement. Et cette connaissance, voilà, ça y est, j'y suis. Je me demandais finalement si l'humain avait avait prospéré, je cherche des grands mots mais je me plante, au petit matin là, si je montais en régime, si l'humain avait prospéré avant qu'il y ait la connaissance de la maladie. Et bien sûr que oui, parce que les paramètres de la santé, ils sont relativement simples. Quelque part, l'humain les respectait de façon complètement intuitive, je dirais. Les paramètres de la santé, c'est déjà de répondre à nos besoins vitaux. Nos besoins vitaux, ils sont simples. Respirer un air de qualité, boire une eau de qualité, avoir une alimentation suffisante en qualité et en quantité, et avoir un groupe social dans lequel s'épanouir. Et si tu regardes l'époque actuelle, tu te demandes pourquoi l'humain ne va pas bien, mais regarde ça. Air de qualité, eau de qualité. Attends, l'eau, elle est pleine de chlore et de fluor. Deux éléments parmi les plus acidifiants qu'on puisse imaginer. Le chlore est fortement acidifiant. Quand tu te baignes dans une piscine pleine de chlore, ok, tu te passes au bain d'acide. Et le chlore, tu l'absorbes par la peau. Donc, on a le chlore, fluor. Donc l'eau, on oublie. Alimentation en qualité et en quantité. Alors en quantité, elle est surabondance.
pléthorique, on est gavé d'alimentation. C'est normal, là, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Et en même temps, on est sous-nutri, on est dénutri. Il y a le sol qui donne les légumes, qui donne les produits, est dénutri et dépourvu de micronutriments, de minéraux et de vitamines. Donc les aliments déjà contiennent très peu de micronutriments et qui plus est, on les transforme à l'extrême. Hein. L'époque industrielle a vu la multiplication des process industriels dans la filière agroalimentaire. Donc on chauffe, on dénature, on pasteurise. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'alimentation est vide. Donc, R, tu oublies. O, tu oublies. Alimentation, tu oublies. Et groupe humain, tu oublies aussi, puisque tout a été fait pour nous atomiser, bien sûr. Parce que dans un groupe, tu as la sécurité, tu as la force et tu as la sécurité du groupe. Or, ce qui marche, c'est la peur. Ce qu'on veut, c'est lutte, fuite ou paralysie. Parce que la lutte, on la récupère. La fuite, on t'empêche de fuir parce que de toute façon, il y a Babylone qui t'a mis un collier et qui t'empêche de fuir. Et la paralysie, c'est génial. Quand tu es paralysé, tu bouffes pas. Comme ça. Donc, le meilleur antidote, c'est la connaissance. La connaissance, d'ailleurs, j'en profite de la connaissance. J'en parlerai plus avant en fin de vidéo, là, parce que là, quand j'enregistre ça, ben, j'ai pas encore tous les tenants aboutissants, mais lundi, je crois que c'est le 30 novembre ou le 1er décembre, lundi 30 novembre commence Terra Incognita. Alors dans cette semaine-là, maintenant quand vous allez voir cette vidéo, dans cette semaine, pas 7, hein, 7 semaines, il va y avoir la mise en place du site, de la page sur le site internet regener.org pour Terra Incognita. Et vous allez voir cette année, on va proposer de véritables antidotes à la peur. C'est-à-dire qu'on a dit nos besoins vitaux, c'était O, R, groupe et alimentation. Alors O et R, on va se charger d'y répondre. Groupe et alimentation, vous allez voir, il va y avoir une petite opération. On va lancer l'initiative de pique-nique cru, hein, à l'échelle de toute la France. C'est-à-dire que vous avez une grande pièce chez vous qui peut accueillir 5, 10, 15 personnes. Bah vous dites, ok, tel jour, à telle heure, j'invite. J'ai tant de personnes qui peuvent être accueillies, venez chez moi. Et on partage. On mange ensemble, on se réjouit, on partage, on rêve ensemble, on coopère ensemble, on tisse des liens. Parce que c'est ça vraiment la relation humaine. Il va y en avoir un grand pique-nique cru que j'organise le dimanche 6 décembre au sud de Perpignan. Tout sera indiqué sur le site. Soyez les bienvenus toute la journée. Bien sûr, les pique-niques, le principe, ce sera totalement gratuit. Vous venez, vous amenez ce que vous avez, des fruits, des légumes à partager, des jus, de la joie, de la bonne humeur, des instruments de musique, des enfants, des jeux, des partages, de l'art, de la création. Et on met tout ça en commun, comme un des plus beaux antidotes à la peur. Et ça va être vraiment le maître mot de ce Terra Incognita, c'est se relier. Donc il y aura un agenda qui va être fait pour nous permettre de nous organiser. Puis vous verrez, il y aura des recommandations aussi. On a préparé tout un cahier pour ce Terra Incognita. Terra Incognita, ben, c'est un petit peu le meilleur antidote à la peur. C'est-à-dire, on t'a fait peur avec une espèce de terre inconnue, hein, dans lequel il ne faut pas mettre les pieds là. C'est dangereux. Changer son mode de vie, son régime alimentaire, c'est super dangereux. Et d'ailleurs, tu as eu tous les idiots utiles du système qui ont été là pour aboyer et pour te dire « Non mais attention, moi je connais quelqu'un qui a changé son alimentation. Il a perdu ses dents, ses yeux, ses cheveux et ses bras. Hein » Et donc ça, c'est très dangereux. J'en connais un. J'en ai vu un qui a entendu dire que... Hein. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, par petites rumeurs, par oui-dire. Il n'y a plus aucune source, mais c'est répliqué, c'est répliqué. Et puis tu as tous les réplicants finalement qui multiplient ça. Et toi, tu as dit, il faut pas y aller. Il faut pas y aller. J'ai vu lors du stage, on a eu l'occasion lors des derniers stages d'accueillir Jean-Pierre Lepris. Et Jean-Pierre, comme à son habitude, nous a surpris, on va dire, par la diffusion un soir particulièrement d'un film grec qui a été primé au festival Un certain regard de Cannes en 2009 qui s'appelle Canine. Canine, c'est une allégorie de la peur au sein d'une famille. C'est une famille, ça rappelle un peu l'arrache-cœur de Boris Vian un petit peu. Hein. C'est un père de famille qui maintient ses enfants à l'intérieur d'une propriété en leur inventant des tas d'histoires sur le vaste monde, hein, où ils risquent d'être agressés par des chats sanguinaires. Donc il en arrive à apprendre à ses enfants à aboyer finalement pour repousser les chats qui auraient mangé leur frère. Enfin, c'est une histoire complètement allégorique, manichéenne, c'est une fable. Hein. Mais c'est stupéfiant, c'est criant de vérité, c'est cru, c'est très spécial comme film, hein, c'est pas à regarder par tout le monde certainement, mais c'est très déstabilisant et ça nous parle de cette peur généralisée. Terra Incognita, c'est juste un antidote à ça, c'est-à-dire ok, on t'a fait peur, on t'a dit que si tu allais changer ton régime alimentaire, t'as rien, ok,
et si tu essayais? Non, parce qu'on t'a dit que ça ne marchait pas, on t'a dit que ça t'apporterait rien, on t'a dit que bon, mais si c'était si simple que l'alimentation et le mode de vie pour changer ton état de santé, ça se saurait. Et si toi, tu avais envie d'aller essayer, peut-être que ça vaudrait le coup, non? Tu crois pas? Terra Incognita, c'est ça. Terra Incognita, c'est aller vérifier de l'autre côté. Et donc, pour ce faire, eh ben, il y aura ces rencontres dans lesquelles tu vas pouvoir rencontrer des gens qui ont déjà franchi le pas, qui vont pouvoir partager, s'entraider, se soutenir, se partager leurs difficultés, leurs facilités, leurs réussites, leurs échecs. Il va y avoir un cahier aussi téléchargeable sur lequel on aura détaillé toutes les étapes que l'on propose. C'est un petit peu simpliste, on avait proposé une évolution en 7 étapes. Non pas qu'il y ait une étape qui soit mieux que l'autre, mais plutôt il y a une étape dans laquelle toi tu vas te retrouver, tu vas dire ok, next step, l'étape suivante c'est celle-là. Puis il y aura les vidéos, une vidéo par jour pour vous accompagner, pour partager. Il va y avoir aussi, je le dis comme ça, une conférence à Lyon le vendredi 11 décembre, pas à Lyon même, à Écully, conférence gratuite, comme toujours. On ne fait pas payer de droits d'entrée pour accéder à la connaissance. Ça sera le vendredi 11 décembre à 19h, je crois, ou 19h30 à Écully, un petit peu à quelques kilomètres de Lyon. Vous pouvez noter cette date, soyez tous les bienvenus pour cette grande fête. Et voilà, donc il va y avoir toute cette page Terra Incognita, ça va être ça. C'est toujours un moment très très fort. Je suis ravi de vous proposer Terra Incognita cette année, particulièrement vu qu'on nous a mis Noël sous l'accent de la peur. Je me suis dit que c'était plus que jamais nécessaire de résister, de ne pas considérer la peur comme une option viable. Pardon, alors un petit chat, je regarde si le micro fonctionne toujours bien, super. Il y a de la pile, donc c'est bon, on est parti pour les questions-réponses. Allez hop. Alors, question de Orkis. Rôle dans l'alimentation ou dans la violence? Intéressant ça. Bonjour Thierry. Selon toi, quel rôle a joué l'alimentation dans la violence ou à l'extrême violence de bon nombre de peuples au cours des siècles depuis la nuit des temps? Comment expliquer que l'homme ne soit pas resté paisiblement sous les tropiques à s'alimenter comme ses congénères les grands singes? Pourquoi ce besoin de conquête à travers la violence? Les grands singes, eux, n'ont jamais essayé de venir vivre misérablement, culinairement et climatiquement parlant, dans le Grand Nord. Je suis d'accord avec toi, c'est misérable comme condition de vie. Ah, c'est misérable. Il y a des jours de novembre où c'est un peu moins misérable, mais quand même. Ton avis m'intéresse. Ouais, c'est une super question. Alors écoute, on est quand même quelques-uns à penser que la césure s'est faite au moment symbolique où on est passé de l'état de chasseur-cueilleur à l'état d'agriculteur. L'agriculture, pour moi, c'est le déclin de l'humanité, à la fois par l'état d'esprit qu'elle a induite. C'est-à-dire que quand tu passes à être agriculteur, bon déjà tu t'appropries des terres. Quand tu es chasseur-cueilleur, tu circules. Chasseur-cueilleur, tu vis de la providence. Puis d'un seul coup, quand tu es agriculteur, tu vis de l'effort de tes bras, même symboliquement. Tu regardes dans les grands écrits, dans la Bible, c'est vraiment le passage de vivre selon la providence, vivre selon la grâce de ce que tu trouves. Tu as des jours où tu trouves, tu as des jours où tu trouves pas, tu as des jours où tu as d'abondance, tu as des jours où tu n'as pas d'abondance. Et donc, vivre sous la domination, alors de qui tu veux. Si tu es croyant comme moi, tu diras sous la domination de Dieu. Si tu ne l'es pas, tu diras sous la domination de la nature. Peu importe, tu reviens à focaliser un petit peu sur la même direction. Et puis tu as le passage à la civilisation agraire dans laquelle tu vis. C'est toi qui marnes, c'est toi qui marnes, c'est toi qui travailles, c'est toi qui produis. Et pour ça, il faut s'approprier des terres, dont instinct de propriété. Donc obligatoirement, si tu crées des terres qui sont à toi, tu dois chasser l'autre de tes terres. Donc déjà, tu commences l'appropriation. Qui plus est, on peut thésauriser. C'est-à-dire que les fruits, les légumes, la viande, les pousses, tout ce que tu trouvais en tant que chasseur-cueilleur, tu les prends, tu les manges. Si tu en as plus que nécessaire, ça va se perdre. Donc tu partages. Tu partages automatiquement. Tu n'as pas nécessité de stocker plus que tu vas consommer. Parce que ensuite, ça se perd. Et avec l'agriculture, et particulièrement la civilisation des céréales, c'est plus du tout le cas. Plus du tout le cas, parce qu'à ce moment-là, la céréale, elle peut se conserver, donc tu peux thésauriser, tu peux accumuler, tu peux vendre, troquer, échanger, tu as une valeur qui soit échangeable. Et dès lors, c'est la notion de pouvoir, et donc de violence et d'asservissement. Pour moi, l'esclavagisme naît avec l'agriculture. C'est pour ça que Éric Escoffier vraiment met en valeur à quel point ce dont il faut sortir, c'est vraiment le modèle agraire. Il n'y a pas... On parle d'agriculture alternative, il n'y a pas d'alternative à l'agriculture. C'est un peu comme l'éducation alternative,
La télé alternative, pour moi, il n'y a pas d'alternative à la télé. Pour moi, il n'y a pas d'alternative à l'éducation. L'alternative à l'éducation, c'est la non-éducation. L'alternative à la télé, c'est la non-télé. L'alternative à l'agriculture, c'est la non-agriculture, hein, au sens de champ. Agra, c'est le champ. Hein, ne plus faire de champ. Et donc, je pense que le début de la violence, c'est l'appropriation, l'agriculture. Et puis alors, de fait, hein, les produits issus de l'agriculture, c'est-à-dire les céréales, ont une influence colossale sur la structuration de la psyché humaine. L'alimentation cuite et l'agriculture ont amené à la consommation de céréales. Qui dit consommation de céréales dit fermentation intestinale, apparition d'infections fongiques, neurotoxines, acide sulfurique, acide urique, nombreux neurotoxines produites par les candidats albicans et les choses comme ça qui sont devenus des éléments commensaux de l'être humain. Hein, et à ce moment-là, influence psychique et structuration psychique de la pensée en fonction du modèle agraire. C'est-à-dire que je pense que nous sommes psychiquement le fruit de notre modèle agriculturel. Hein. Et d'ailleurs, je te renvoie, il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, que j'aime énormément, qui est pas ultra connu et qui pourtant est fondamental pour moi, qui s'appelle Olivier Morel. Hein. Olivier Morel a vraiment écrit sur les sources de la violence et fait aussi remonter les sources de la violence. Alors, de multiples facteurs, hein, puisque lui s'intéresse particulièrement à la violence faite aux enfants, à la suite des travaux de la géniale Alice Miller, là aussi. Hein, Alice Miller, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'intéresse à la notion de violence, hein, un livre fondamental qui est une véritable claque, hein, qui se nomme « C'est pour ton bien », faut le lire, pour se rendre compte finalement pour arrêter de refouler tout ce qu'on a vécu dans notre enfance réellement comme violence faite à l'enfant. Et Olivier Morel a beaucoup réfléchi là-dessus et fait partie de ceux qui promeuvent aussi cette césure, hein, passage de la civilisation du chasseur-cueilleur vivant de la Providence à l'agriculteur qui vit du travail de ses bras, qui perd toute notion de grâce, de providence. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais si tu as déjà fait l'expérience de partir un peu sur la route à l'aventure, ouais, c'est-à-dire sac au dos, à vélo, à moto, même à bagnole, parce qu'il y a même de l'aventure en voiture, quoi, à cheval, à ce que tu veux. Et puis, de pas trop avoir calculé où tu vas dormir le soir, de pas trop avoir calculé ce que tu vas manger le lendemain, puis finalement de vivre des petites découvertes du chemin. Tu as déjà ressenti mais la véritable joie, la joie immanente, la félicité. Moi, mes plus belles années, je les ai passées sur un vélo. J'ai énormément voyagé à vélo, j'ai adoré le cyclo-camping. Je suis monté au nord de la Norvège, au Cap Nord, je suis allé en Europe de l'Est, je suis allé au Maroc, des semaines et des semaines entières sur le vélo. Et à me réjouir d'un petit pommier que je croisais sur la route, un petit pommier véreux que je croisais sur la route, qui me faisait mon repas de pommes pour la journée, hein, du cadeau d'une paysanne qui m'avait offert des bananes, je me souviens, en Tchécoslovaquie, hein, parce que j'étais sur le bord de la route. Enfin, des petites rencontres comme ça, d'un gars qui m'avait invité au Danemark à dormir chez lui. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, j'étais fondamentalement végétarien et le mec qui m'avait offert l'hospitalité dans une ville où il pleuvait, donc j'étais très content. Le mec, en fait, il dirigeait la plus grosse boucherie de la ville. Et donc pour aller dans ses appartements, il fallait traverser tout son étal de charcuterie. Pour moi, c'était une véritable épreuve et en même temps, c'était quelque part un coup de pied du destin parce qu'il m'avait offert un hébergement. En fait, tous ces petits souvenirs qui donnent la saveur à la vie. Et finalement, on se rend compte que notre civilisation et notre existence bien normée, sécurisée avec toutes nos assurances, notre frigo bien rempli, en fait, elle est juste mortellement CHIANTE. Hein. Elle est mortellement chiante. Excusez-moi l'expression. On se meurt de notre pseudo-contrôle. Et en fait, en plus, c'est un pseudo-contrôle parce qu'on contrôle rien du tout. On est des géants aux pieds d'argile qui basent toute notre puissance sur un seul élément, le pétrole qui alimente toute notre technologie. Il suffit que le pétrole s'arrête et quick, tout s'arrête. Et là, on se rend compte qu'on est d'une fragilité totale. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi se vêtir, on n'a pas de quoi se lotir, on n'a pas de quoi vivre au quotidien. On est juste d'une fragilité extrême. Donc oui, je pense que la césure s'est faite quand on est passé du stade de chasseur-cueilleur au stade d'agriculteur. C'est pour ça que pour moi, la première des choses à faire, c'est d'abandonner l'agriculture et d'abandonner les fruits de l'agriculture. C'est-à-dire, pour ça que dans ces vidéos, j'insiste toujours pour dire que pour moi, l'un des aliments les plus pathogènes dans notre civilisation, c'est avant tout les céréales. Les céréales, les légumineuses, les amidons complexes, qui sont les plus dégénératifs en termes de santé. Voilà, donc je te renvoie, Olivier Morel a beaucoup écrit, et puis pour ceux que ça intéresse, allez participer à une formation d'Éric Escoffier, c'est juste incontournable.
Question de Frédéric. Bonjour, ma question est pourquoi quand je vide les intestins, que ce soit par le lavement ou avec des tisanes de plantes, j'ai des maux de ventre horribles. Pas tout de suite, mais 2 heures ou plus après. J'en sais rien moi. J'ai des maux de ventre. Alors déjà, maux de ventre, moi ça veut pas dire grand chose, tu vois. On nous a appris, maux de ventre, ventre c'est quoi? C'est estomac, c'est intestin grêle, c'est côlon. Est-ce que c'est côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant? Il n'y a pas grand chose à dire. Si tu as des douleurs et qu'elles sont trop horribles, il ne faut pas le faire. C'est que c'est trop dur, c'est trop violent pour l'instant. Tisane de plantes, là aussi, il faudrait savoir. Est-ce que tu utilises des plantes comme la mauve, par exemple, qui sont très douces, ou est-ce que tu utilises des plantes comme la Cascara sagrada, par exemple, ou le séné, qui sont beaucoup plus purgatives, ou l'huile de ricin à l'extrême, qui est ultra purgative. Donc voilà, je ne peux pas te répondre. Tu as des maux de ventre horribles. L'écosystème intestinal demande à ce qu'on l'appréhende avec beaucoup de douceur, et là, certainement, c'est pas le cas. Donc non, j'ai malheureusement rien à dire. Je suis désolé, je manque d'éléments ou voilà. Naïma. Bonjour Thierry, 3 questions. La première concerne la chute des cheveux. Déjà présente avant mon changement alimentaire, elle s'est encore accentuée malgré le succès sur le reste de ma santé, notamment la guérison d'un syndrome de Gougerot-Jorgen, maladie auto-immune censée être incurable et dégénérative. Top. Si la reminéralisation massive a guéri ma pathologie, pourquoi la chute des cheveux, elle, s'empire encore malgré un mieux-être, malgré un mieux pourtant il y a quelques mois? On relie trop la chute ou la pousse des cheveux à notre capital minéral. Je pense que c'est une erreur. La chute ou la pousse des cheveux, elle est avant tout en lien avec notre état de fatigue et non pas notre capital minéral. Les minéraux constituent les cheveux, mais ce qui fait que les cheveux poussent, c'est pas le capital minéral, mais c'est l'état de fatigue du système. Alors, pour quelqu'un qui est extrêmement fatigué, tu vois, si tu avais une maladie auto-immune, c'est donc que tu es obligatoirement extrêmement fatigué. Souvent, la transition alimentaire peut amener, de par l'arrêt de produits qui sont des stimulants, à une accentuation des effets de la fatigue, des symptômes de la fatigue. Le problème, c'est que la fatigue, elle était déjà là, sauf que tu te cravachais en permanence. Tu perdais déjà tes cheveux, tu arrêtes de prendre des aliments stimulants, et peut-être que la fatigue du système fait que la chute des cheveux s'accentue. Alors en vérité, je vais te rassurer, la chute des cheveux, elle n'a rien d'inéluctable. Pourquoi? Parce que quand on parle de chute des cheveux, en fait, c'est que les cheveux repoussent, mais ce sont des micro-cheveux qui avortent. Parce que le système n'a plus assez d'énergie pour faire pousser du gros cheveu. Ce qui fait que les cheveux sont plus ou moins minéralisés. La charge minérale, elle va déterminer la couleur des cheveux. Mais la pousse des cheveux, elle est avant tout déterminée par la force de ton système. Et comme ça, j'ai vu des gens qui perdaient les cheveux à foison, qui avaient quasiment plus de cheveux, se mettre à repousser des cheveux à n'importe quel âge de leur vie, à partir du moment où le système retrouve de l'énergie. Donc la priorité, c'est de retrouver de cette fameuse énergie nerveuse. C'est pas tant la minéralisation qui va jouer là-dedans. Tu as guéri. Il y a un syndrome de Gougerot-Jorgen qui a été guéri. Franchement, maladie auto-immune, chapeau. D'habitude, c'est inguérissable. Par contre, il y a encore de l'énergie à remettre. Tu connais les règles. SMS, sommeil, massage, soleil, bain alcalin, bain de mer, repos, calmer le jeu. Prendre effectivement des plantes qui vont soutenir ton système surrénalien, comme le mélange surrénal chez ABC de la nature. Excellent. Le mélange glande endocrine chez le même laboratoire. Excellent. De l'ashwagandha, pareil, tu vas trouver à la même source. De l'éleutérocoque, excellent. De la rhodiola, excellente aussi. Mais avant tout, tu ne pourras pas faire l'économie du retour aux paramètres de santé normaux. Marcher pieds nus, j'espère qu'ils sont pas trop noirs, je vais encore me faire insulter. Marcher pieds nus, prendre le soleil, vivre dans un environnement beaucoup plus naturel, te régénérer au maximum, être au contact des arbres et de la nature. Voilà. La deuxième concerne une plante réputée stimuler, rééquilibrer le système immunitaire, l'échinacée. Que penses-tu de cette plante? L'as-tu déjà utilisée? Oui, c'est une bonne plante, mais faut pas se leurrer, hein. Je ne vais pas mentir. Toutes ces plantes ne sont utiles que si on a mis en place d'abord les paramètres essentiels au maintien d'un bon système immunitaire. Tu sais, ce qui est le plus régénérant pour le système immunitaire, c'est le jeûne.
Parce que quand tu dis système immunitaire, tu parles de quoi? Tu parles de toutes ces bactéries qui sont à la surface des muqueuses et qui réalisent, bactéries et micro-organismes en général, et qui réalisent la première ligne de défense de l'organisme. C'est ça notre système immunitaire. Donc pour régénérer le système immunitaire, le premier outil, c'est le jeûne. Donc l'échinacée est certainement utile. Je ne l'ai pas non déjà utilisé, mais bon, ouais, elle est très réputée, mais elle ne fera pas tout. Voilà, c'est tout. Elle est utile, mais elle ne fera pas tout. La troisième concerne la coriandre fraîche. Que penses-tu de ton utilisation en jus, en aromate, très utilisée dans la cuisine marocaine, et j'ai ralenti un peu sa consommation depuis qu'on m'a dit qu'elle n'était pas recommandée avec des amalgames dentaires. C'est vrai. Car apparemment, plante chélatrice, mais trop faible pour sortir complètement les métaux lourds. C'est vrai aussi. Avec donc des risques de mise en circulation du mercure n'importe où dans le corps. Je suis embêté car j'adore cette plante en jus, et surtout en jus. As-tu une expérience avec? Non, aucune. Bon, écoute, voilà, si tu as des craintes, tu t'en passes. Non, je n'ai vraiment rien à dire, je suis désolé, rien à dire. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste de la chélation des métaux lourds, donc je ne peux pas te répondre. Désolé. Bon, il y a eu une coupure un peu plus longue que prévu, je suis désolé. On se retrouve encore un petit matin, mais le petit matin suivant, pour reprendre ces questions. Allez, on va pas faire une deuxième introduction, on reprend immédiatement. Donc, question de Catherine Marie. Bonjour Thierry. Silou, donc Cécile Versane, se sert des EM. Alors les EM, ce sont des micro-organismes efficaces. Les micro-organismes efficaces, c'est un ensemble de 80 micro-organismes, principalement bactériens, qu'on utilise au jardin, qu'on utilise avec les animaux, et qui ont la vertu de permettre une régénération des sols et des milieux, ce qui prouve encore une fois que ce n'est pas l'excès de bactéries qui est en cause dans la désertification et dans l'absence de vie dans ce monde, c'est l'absence de bactéries. Il manque de bactéries. La vie, c'est les bactéries. La vie, c'est les micro-organismes. La vie, c'est les systèmes vivants. Donc, Cécile Versane se sert des EM dans son compost et ça accélère la décomposition. Elle s'en sert aussi pour pulvériser ses fruits un peu trop mûrs et ça arrête le mûrissement. Non, ça n'arrête pas le mûrissement, ça arrête le pourrissement. C'est-à-dire que les micro-organismes, les bactéries, sont là pour manger toutes les petites moisissures qu'il va y avoir à la surface et donc arrêter le pourrissement. Par contre, ça n'arrête pas le mûrissement. Comme il existe 80 souches de bactéries dans les micro-organismes efficaces, est-ce que certaines sont des vidangeuses et d'autres des purificatrices? J'en sais rien. Est-ce que chaque bactérie a sa propre fonction ou elle s'adapte en fonction du terrain? Alors, les deux à la fois. Antoine Béchamp montre bien que le terrain va induire la manifestation bactérienne. C'est-à-dire que les bactéries sont polymorphiques, elles ont plusieurs morphismes, plusieurs formes, et donc elles changent de forme et de fonction en fonction de l'état du terrain. Donc elles s'adaptent au terrain. Mais en même temps, chaque bactérie a sa propre fonction, oui. J'ai une autre question concernant les bactéries bénéfiques dans le côlon, mais néfastes dans l'intestin grêle. Est-ce qu'elles sont parce qu'elles sont vidangeuses? Alors ça je connais pas, vidangeuses, pas vidangeuses, je vois pas la différence que tu fais entre vidangeuse ou quoi. Pourquoi on peut attraper une salmonelle après avoir mangé du poulet pas assez cuit? Alors, non, on attrape la salmonelle si on mange un poulet qui contient de la salmonelle. La cuisson détruit tout ce qui est du domaine de la vie. Donc, si tu as un poulet qui est infecté de salmonelle et que tu le cuis, obligatoirement, une bonne partie des salmonelles auront été détruites par la cuisson, voire toutes les salmonelles. Si tu le manges pas assez cuit ou cru, à ce moment-là, tu vas être soumis à ces salmonelles. Alors, on n'attrape pas une salmonellose après avoir mangé du poulet pas assez cuit, on attrape une salmonellose en mangeant du poulet qui a des salmonelles. Et pourquoi est-ce que les poulets ont des salmonelles? Parce qu'ils vivent dans des conditions sanitaires qui sont juste purement atroces. Déjà, et d'un. Ensuite, c'est pas parce que tu es exposé à des salmonelles que les salmonelles vont passer à l'intérieur de ton organisme. Le premier rôle des bactéries dans notre organisme, dont je l'ai déjà dit, le rôle est primordial. Il y a plus de bactéries que de cellules, au moins 10 fois plus de bactéries que de cellules. Elles sont plus importantes que les cellules en tant que telles, les bactéries. Donc, quel est le rôle de ces bactéries? Premièrement, protection. C'est notre premier système immunitaire. Donc tes salmonelles, normalement, elles doivent être arrêtées, contrecarrées par tes bactéries propres, tes bactéries commensales dans ton intestin.
Après, si tu as une faiblesse immunitaire égale défaut de population bactérienne, dysbiose et déséquilibre. Alors à ce moment-là, il y aura la possibilité que ça passe à l'intérieur. Mais il faut deux choses. À la fois, la première chose, y être confronté, ok, mais surtout avoir un système immunitaire qui ne nous défend pas. Parce que au quotidien, on est entouré de tas de souches bactériennes, certaines bénéfiques, d'autres pathogènes, et notre corps est censé nous protéger. De toute façon, je vais te dire, normalement, tout ce qui passe l'estomac est privé de bactéries. Normalement, dans l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique qui détruit toute forme de vie bactérienne. C'est pour ça que l'idée d'ensemencer nos intestins à partir de l'extérieur paraît assez vaine, parce que notre corps est fait pour ne permettre aucun passage de bactéries à l'intérieur du tube digestif. L'estomac est là pour détruire toute forme de vie bactérienne. Ça invalide d'une certaine manière l'approche par les probiotiques. Alors il y en a toujours un petit peu qui passe, et c'est pour ça que quand on prend des probiotiques, on se dit voilà, le peu qui passe va servir à réensemencer. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. Tu ne vas pas repeupler tes intestins avec un apport par la bouche de bactéries. À la limite, tu peux les faire passer en implant plutôt. Ceux qui veulent les faire passer, les font passer par voie rectale. Ça paraît un peu plus logique. J'imagine que les bactéries peuvent passer la barrière de l'acide de l'estomac. Non. Non, a priori, non. Sauf si tu as un défaut de production d'acide chlorhydrique lié à l'épuisement. Alors, si tu es en état d'épuisement, tu as un défaut de production d'acide chlorhydrique. Donc déjà, tu n'as pas cette protection assurée par l'acide chlorhydrique qui détruit normalement toutes les souches bactériennes. Premièrement. Deuxièmement, tu as une dysbiose intestinale, donc tu n'auras pas toutes tes ressources pour lutter contre l'infection à la salmonelle. Donc fatigue, épuisement, égale possibilité d'infection bactérienne. Ça c'est clair, mais c'est juste l'épuisement. D'ailleurs, j'ai donné une conférence à Perpignan là, dimanche dernier, et j'ai passé, on va dire, plus de la moitié de la conférence à insister sur un facteur de perturbation, l'épuisement des systèmes nerveux. Je me répète certainement, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais la critique du mode de vie actuellement, elle est incontournable. D'ailleurs, c'est en train de passer même dans les médias. Sauf qu'il faut bien se rendre compte. La capacité du système à récupérer, elle est extraordinaire. Donc, actuellement, on nous promeut le sans gluten, sans produits laitiers. Mais il faut bien comprendre que le sans gluten, sans produits laitiers, c'est toujours pour vendre d'autres produits, des produits sans gluten, des produits sans produits laitiers. Il faut bien comprendre que le système a une capacité à la résilience qui est extraordinaire. Pour moi, le premier facteur de perturbation dans notre mode de vie, il n'est pas alimentaire, il est de l'ordre nerveux, de l'ordre de l'épuisement. Sauf que ça remettrait trop en cause notre mode de vie actuel. Si tu commences à critiquer l'état d'épuisement dans lequel on est, l'omniprésence des ondes électromagnétiques qui nous épuisent littéralement, le harcèlement, la pression qui est mise sur chacun, l'absence de repos, l'absence de soleil, l'absence de conditions de vie adéquates et naturelles pour s'épanouir de manière correcte, mais là tu vas dans une critique qui est trop profonde. Alors on t'a donné un os à ronger, et l'os à ronger c'est l'alimentation. Et encore, dans l'alimentation, l'os qu'on t'a donné à ronger, c'est arrêter le gluten et les produits laitiers. Ça c'est tout à fait acceptable par le système. Parce que de toute façon, tu vas aller acheter des produits sans gluten et sans produits laitiers qui sont remplis de tas de SALO PERIE, parce que quand tu regardes une étiquette des produits sans gluten, ça fait peur aussi, les amidons de pommes de terre, les modifiés et ainsi de suite, c'est tout sauf des produits naturels, mais c'est du recyclage, c'est de la récupération. La vraie critique, elle est sur le mode de vie, et sur le rythme de vie, et sur l'épuisement. Et si on peut attraper une salmonelle après avoir mangé du poulet cru, parce que le poulet était rempli de salmonelle, parce que les conditions de l'élevage sont absolument ignobles, c'est parce que tu as une acidité digestive qui est trop faible et que tu as une défense immunitaire qui est trop faible. Pourquoi? Parce que tu es épuisé. Alors, renaître, ça c'est le nom. Lien entre la tête et les intestins. Ah, voilà un sujet qui est intéressant. Salut Thierry, merci à toi. Je me pose des questions sur la relation entre les lavements et la tête. Lorsque tu en parles, par exemple, pour éliminer des problèmes de maux de tête, de corps flottant, tu parles de drainage, d'aspiration du haut vers le bas. Je sais qu'il y a cette histoire de système nerveux, c'est vrai, le nerf vague, qui relie le système digestif au cerveau. Mais je ne pense pas que tu fasses allusion à cela. Tu parles bien d'aspiration et pas de désinflammation. Or, je ne saisis pas véritablement ce qui est aspiré, ni ce qui aspire. Y aurait-il un lien entre les lavements et la lymphe d'une manière ou d'une autre? Alors oui, il y a un lien entre les lavements et la lymphe. Quand je dis littéralement que tu draines ta partie cérébrale dans tes intestins, j'ai toujours dit, c'est une image. C'est une image, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de canal lymphatique direct
qui relie la tête aux intestins. Par contre, il y a beaucoup de choses qui relient la tête aux intestins. Il y a premièrement ce nerf vague. Et effectivement, quand tu nettoies les intestins, tu as une action forte sur le nerf vague qui va venir lui-même agir sur la partie cérébrale et activer le nettoyage cérébral. C'est comme ça qu'on peut expliquer que le simple fait de faire des lavements supprime des migraines, des pressions qu'on avait liées à la pression lymphatique au niveau du crâne. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que nombre des troubles que l'on ressent comme des maux de tête sont liés à quoi? Sont liés à la fermentation intestinale. Fermentation intestinale, ben oui, les produits qui stagnent dans les intestins fermentent. Et quand un produit fermente, qu'est-ce qu'il produit? Ben, il produit des gaz et il produit de la bibine, de l'alcool. Et cet alcool, qu'est-ce qui se passe? Il passe au travers de la paroi intestinale et on sait que l'alcool a une influence forte sur le psychisme des individus. Ça crée cet état de brouillard, de confusion mentale. On est en perpétuelle alcoolémie. Ça saurait si on était en alcoolémie perpétuelle. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ce domaine et qui disent que nombre d'entre nous avons une espèce de niveau d'alcoolémie résiduelle. C'est ce qui fait d'ailleurs que les foies sont aussi chargés et aussi intoxiqués, parce qu'ils sont chargés de la détoxification des produits alcoolisés. L'une des vertus du lavement, l'une des vertus essentielles du lavement, c'est de favoriser la circulation, donc de limiter cette fermentation. Qui dit limiter la fermentation, limiter la production de gaz, mais aussi d'alcool. Pour ça, les gens qui me disent « Ah, moi j'ai des flatulences et tout », je dis « Les flatulences en tant que telles, bon, c'est pas super agréable, c'est pas socialement parlant, c'est pas facile à gérer, mais à la limite, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Le pire, c'est l'alcool qui est produit. S'il y a fermentation, il y a alcoolisme. Et cet alcool explique ces états de confusion, de brouillard mental dans lequel on peut être. Donc en faisant un lavement, tu supprimes ça. Ensuite, oui, le système lymphatique a un gros aboutissement dans les intestins et de fait, quand tu vidanges les intestins, tu permets par façon de vase communicant, par voie d'aspiration, tu permets qu'il y ait plus d'élimination lymphatique au niveau des intestins. Donc oui, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Alors, j'ai pas ton nom. Ventre, douleur menstruelle intense. J'ai 43 ans et depuis que j'ai 20 ans, je souffre de douleurs menstruelles intenses qui me plient par terre, provoquant de la diarrhée, des vomissements et pendant très longtemps accompagné de crises de spasmophilie. Waouh, c'est pas rien. Ces crises durent entre 4 et 6 heures sans relâche. Lorsque c'est fini, je m'écroule de fatigue et je m'endors aussitôt, j'imagine. J'ai fait un IRM à l'âge de 39 ans. Les médecins m'ont dit que mon utérus était constamment enflammé et en contraction. Oui, l'un allant avec l'autre. L'inflammation crée une contraction des tissus. Et je veux dire, si l'agression crée une contraction, que ce soit sur les tissus intestinaux, que ce soit sur tous les tissus de l'organisme. L'image que je pourrais te prendre, prends un seau d'eau bouillante ou prends un seau d'eau glaciale et balance-le sur ton gamin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se contracte. Ben voilà, t'as compris. T'as compris, il se contracte et tous nos organes se contractent. Et quand ça rentre, quand ça reste extérieur à l'organe, il se contracte. Et quand ça rentre à l'intérieur, alors là, il se dilate parce qu'il crée de l'œdème. Et donc on a les hypertrophies d'organes. J'ai fait un IRM, ils m'ont dit que mon utérus était constamment enflammé et en contraction. Je vis dans chaque mois des douleurs aussi intenses que l'accouchement durant les menstruations. Waouh! Seuls des médicaments bousillant l'estomac comme les anti-inflammatoires ou de la morphine sous forme de suppositoire, la maline, me permettent de traverser cette période. Mais cela engendre des gastrites, une digestion douloureuse et lente. J'aimerais savoir s'il est possible de connaître des jus de légumes pouvant aider l'utérus à retrouver une santé. J'avoue que je n'en peux plus. Habitant les PO, je suis prête à venir te consulter. Alors, c'est pas la peine. Déjà pour la bonne et simple raison que je ne donne pas de consultation, que je ne suis pas thérapeute, que je suis rien du tout. On devrait m'appeler quasi nada. Mais surtout que tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je vais t'expliquer 2-3 choses qui vont te suffire largement. Alors, tu voudrais savoir s'il existe des jus de légumes pouvant aider l'utérus à retrouver une santé. Oui, tous. Tous les jus de légumes. Et la chose la plus importante pour moi est de sortir de cette folie dans laquelle on nous a plongé, de la symptomatologie. C'est-à-dire un symptôme, un remède spécifique, une histoire spécifique. Les symptômes, ce sont des manifestations qui sont multiples d'une situation qui est unique. Tu as tes tissus utérins qui sont enflammés. En vérité, ça se manifeste au niveau de ton utérus. Tu as certainement au moins toute la zone intestinale qui est ultra enflammée.
Et j'ai une bonne nouvelle. En répondant à l'inflammation globale de l'organisme, tu vas répondre de fait à l'inflammation de ton utérus et à la contraction permanente de ton utérus. Donc, quelle est la réponse à l'inflammation? Eh bien, apporter un maximum de produits désinflammants. Qu'est-ce qu'il y a de désinflammant pour l'organisme? Les minéraux, les micronutriments et les matières grasses. Le cholestérol est l'agent anti-acide, anti-inflammation numéro 1 de l'organisme. Ben, apporte les deux sous forme naturelle, brute, la plus chargée en vie que tu puisses trouver, une alimentation végétale, vivante, et jus de légumes à foison, jus vert, jus de carotte, jus de betterave, on va pouvoir en citer quelques-uns pour l'utérus particulièrement, mais il n'y en a même pas. Jus de betterave, allez, moi je dirais un peu plus jus de betterave pour le côté sang et ainsi de suite. La betterave nourrit vraiment le sang, nettoie vraiment le système circulatoire sanguin. Et des matières grasses de bonne qualité pour diminuer l'inflammation intestinale et l'inflammation utérine. Après, en externe, pour cibler un peu plus l'utérus, cataplasme d'huile de ricin. Les cataplasmes d'huile de ricin sont extraordinaires pour désenflammer toute cette zone. Et puis après, qu'est-ce qui va te rester? Moi, je te conseillerais le mélange féminine chez ABC de la Nature, le laboratoire ABC de la Nature qui produit un mélange de plantes qui s'appelle le mélange féminine, qui est excellent pour permettre une bonne désinflammation de cette zone intestinale. Moi, j'y ajouterai le balai intestinal pour bien nettoyer au niveau intestinal, rein et rate, lymphe, le petit triptyque qui vont permettre d'épurer le système lymphatique, de faire fonctionner le système rénal. Et là, déjà, tu as un bon petit pack. L'alimentation, les jus de légumes, les jus de betterave, de carottes, de verdure, en particulier les jus d'épinards pour faire fonctionner le péristaltisme intestinal et tout désenflammer. Et les cataplasmes d'huile de ricin, et avec ça, ça devrait dégager très très rapidement. Mais il faut vraiment comprendre que on nous a maintenus dans un état de servilité totale. C'est-à-dire que comme on a basé notre science sur la symptomatologie et qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de symptômes, eh bien, on a créé une espèce de langage ésotérique complet, dans lequel pour pouvoir comprendre quoi que ce soit, il faut faire 8 ou 9 ans d'études. Et on nous a persuadé que les problèmes du corps sont des problèmes localisés. C'est-à-dire tu as un problème au cœur, tu as juste un problème au cœur. Le reste va bien, tu es en parfaite santé, mais le cœur ne va pas bien. Mais ça, c'est une illusion complète. Nous sommes nous-mêmes en tant qu'entité à l'image de notre environnement. Mais chacun de nos organes est à l'image de notre corps. Si tu as un corps sain, tu as des organes sains. Si tu as un corps qui est pollué, tu as des organes qui sont pollués. Un va lâcher avant les autres, un va manifester avant les autres, mais il n'y a pas de condition particulière à un organe. Et ça, c'est la grande illusion de la médecine actuelle, et qui te fait croire qu'on peut traiter les choses de façon séparée. On est un individu qui ne peut pas être séparé. Individu, ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé en morceaux. Mais voilà, pas la peine de te déplacer. Alors, question de Lint. Alors, il y a deux questions, on me dit, sur les ventouses. Que penses-tu de l'efficacité des ventouses en général? En cas d'endométriose ou de pathologie gynécologique, est-il bénéfique de pratiquer des hijama, saignées plus ventouses? Les ventouses, ça sert à accélérer la vascularisation. Donc ça amène à une meilleure circulation des fluides. Pourquoi pas, mais le truc c'est toujours pareil, c'est que tu peux amener à une meilleure circulation. Il y a bien un moment où il faut éliminer. Je veux dire, la détoxification, c'est un point, certainement. La circulation des fluides dans le corps, la moindre stagnation, ok. Mais à la limite, quand tu accélères la vascularisation, qu'est-ce que tu fais? Tu répartis mieux la charge dans le corps. Mais il y a bien un moment où il faut éliminer. Sans une activation profonde de nos organes d'élimination, il n'y a pas de solution. Sans des reins qui fonctionnent de manière adéquate, sans des intestins qui fonctionnent de manière adéquate, sans de la peau qui fonctionne de manière adéquate, des poumons qui fonctionnent de manière adéquate et qui peuvent excréter dans l'environnement tous ces produits, ces déchets, qu'on produit, qu'on reçoit, mais qu'on produit aussi. Il faut pas oublier, quand on parle de déchets, on pense tout de suite aux déchets liés au stress qui est acidifiant, à l'alimentation qui est acidifiante. Mais la vie, c'est produire des acides. Toute cellule, toute bactérie qui fonctionne produit des acides. Toute bactérie produit une quantité de déchets assez incroyable. Parce que tout organisme vivant, de par son métabolisme, produit des déchets. Donc c'est ces déchets-là en premier lieu, les déchets internes, les déchets endogènes, production endogène de déchets, qu'il nous faut sortir à l'extérieur.
Alors si en plus on en rajoute parce que notre alimentation, notre mode de vie n'est pas adéquat, c'est clair que le système commence un petit peu à saturer. Mais la priorité, c'est favoriser l'élimination. Donc les ventouses, pourquoi pas, mais ce n'est pas un processus d'élimination. Pour moi, je vois que toujours le facteur limitant est l'élimination, pas la détoxification. La détoxification, tu veux l'accélérer, c'est simple. Tu arrêtes de manger, tu vas voir que ta détoxification, elle va accélérer. C'est pas compliqué d'accélérer la détoxification. Le problème, c'est que ça ne sert à rien si les portes de sortie, comme on dit en naturopathie, sont fermées. C'est-à-dire que l'élimination est toujours le facteur limitant. Si tu as un système éliminatif qui élimine énormément, tu vas pouvoir faire sortir énormément de produits sans avoir la moindre effet secondaire. C'est ce qui fait comme ça que des gens qui ont une bonne constitution et donc un bon système éliminatif te disent « Ah ben moi j'ai pas eu de crise de détox ». Eh génial. Mais c'est pas obligatoire d'avoir une crise de détoxification. La crise de détoxification, elle signale juste une chose, que la quantité de produits toxiques remis en circulation dans notre organisme dépasse largement la capacité de notre système à le faire sortir, à éliminer. S'il y a une adéquation entre les deux, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc j'espère que ça aura répondu. Donc sangsues, pareil, les saignées, pardon, pas les sangsues, mais ça reviendrait au même. Les saignées, bon, tu peux faire pour produire du sang frais, mais je veux dire franchement, un bon jus de betterave, t'as pas besoin de te faire des saignées. Un bon jus de betterave, ça te nettoie le sang d'une façon extraordinaire. L'important, c'est pas de faire des saignées. Le problème, c'est que ces processus-là, alors, en cas d'urgence, en cas de... Ok, pourquoi pas. Mais sinon, ça a un côté un petit peu orgie romaine, tu sais. Hein, tu te fais vomir et puis finalement, tu manges n'importe quoi. Là, tu te fais des saignées, tu manges n'importe quoi. Si c'est appréhendé dans cette direction-là, alors à ce moment-là, pour moi, c'est extrêmement délétère. Donc, une saignée, pourquoi pas, en cas de toxicité majeure du sang. En même temps, en cas de toxicité majeure du sang, tu te mets à jeûner, tu n'as pas besoin de saigner. Hein. Jus de betterave, curcuma, ça te nettoie le sang de façon extraordinaire. Alors, question de Oxalis. Alors, donc tu as des problèmes de dents, régénération des os dans le fond de la bouche. Ton dentiste a essayé de placer un implant, mais ça n'a pas tenu. Tu veux mettre des implants en céramique. Ma question, le jus couplé à un rythme et mode de vie physiologique peut-il aider l'os à se reconstituer, à le faire grossir? Sous-entendu, cela vaut-il la peine d'attendre quelques mois pour réaliser un essai d'implant? Alors déjà, je vais te dire, je ne sais pas ce qui peut faire grossir l'os, sinon la reminéralisation profonde de l'organisme. Donc effectivement, tu vas y répondre de manière directe. Après, moi, je peux te répondre à titre personnel, parce que autant j'ai une expérience douloureuse avec la dentition, comme je l'ai déjà dit, autant, puisque j'ai eu un accident et donc il a fallu me reconstruire toute la mâchoire, j'ai aussi vu les vertus de la reminéralisation profonde de l'organisme sur la reconstruction de la mâchoire. Et effectivement, je l'ai déjà raconté dans des vidéos, moi je me suis retrouvé avec une reminéralisation qui était même trop rapide et qui avait minéralisé par-dessus les implants. Hein, ce qui fait que mon dentiste n'arrivait même plus à forer, enfin ça a été un petit peu la catastrophe, c'était allé trop vite. Mais effectivement, ça vaut vraiment le coup, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et sinon, ça sert à quoi de reminéraliser? Bon, parce que quand on parle de minéraux, c'est vrai que quand on parle de minéraux dans le corps, on pense tout de suite les os, les dents, les ongles, pour les minéraux. La plus grosse réserve de minéraux de l'organisme, elle est dans les tissus. C'est-à-dire que tous les tissus conjonctifs, tissus musculaires, tissus nerveux, qui constituent l'organisme, sont avant tout constitués d'un maillage minéral. Et quand il y a des minéralisations, c'est avant tout des minéralisations des tissus dans leur ensemble. Après, il y a les stockages. Et les stockages, c'est effectivement la partie osseuse de l'organisme. Quand tu reminéralises de façon globale, tu vas reminéraliser les tissus et l'excès de minéraux, si tant est que tu as une glande surrénale et thyroïde qui fonctionne de manière à peu près correcte, puisqu'elle préside à l'assimilation des minéraux, eh bien à ce moment-là, tu vas commencer à fixer aussi, à regarnir tes réserves minérales à long terme, que sont les os, les mâchoires, en particulier les ongles, les dents. Donc oui, bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. Mais pour ça, tu as intérêt à ne pas faire pipi tes minéraux. Hein. Je te renvoie à la vidéo que j'ai fait sur l'équilibre acido-basique. Hein. Il est essentiel d'être, pour se reminéraliser, il est essentiel d'être aussi reposé, favoriser le repos. Alors, question de Soisine. Tu souffres de pseudo-polyarthrite rhizomélique. Ok. Pseudo. Hein. Les médecins m'ont proposé, donc tu n'as pas le droit à la vraie appellation.
Les médecins m'ont proposé un traitement à base de cortisone que j'ai refusé. Alors c'est génial, on parle de traitement à base de cortisone, mais que fait la cortisone? La cortisone, c'est un produit qui est sécrété naturellement par l'organisme dans des quantités particulièrement adaptées et régulées en temps réel, synthétisé à partir du cortisol. Et la cortisol permet de réguler l'inflammation. C'est la pédale de frein un peu de l'inflammation dans l'organisme. Tu as l'inflammation qui démarre dans l'organisme, hop, on régule, de manière à ce que l'inflammation ne devienne pas trop forte et qu'elle ne lèse pas les tissus. Quand on balance de la cortisone, ce n'est pas un traitement, c'est un empêchement. On appelle ça un empêchement. On empêche l'inflammation, mais ce n'est pas un traitement. C'est fallacieux d'utiliser ce terme-là. Les douleurs des bras et des jambes étaient insupportables et un homéopathe m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais tu parles qu'il n'y a pas d'autre solution. Effectivement qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre de la cortisone tant que tu ne changes pas ton mode de vie. Hein. Il n'y a pas d'autre solution que de te bander le doigt si tu continues à te taper dessus avec un marteau. C'est évident qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution dans un paradigme, dans un repère, dans un système qui est faux. Mais oui, il y a d'autres solutions. Et je veux dire, on n'est pas naturellement né pour avoir besoin d'un apport exogène de cortisone. On n'a pas besoin, à 40 ans, on n'a pas tous besoin, ce n'est pas un besoin vital de l'individu. C'est donc on peut faire sans. Parallèlement, j'ai commencé les jus depuis 1 an. Je me nourris généralement des produits de mon jardin, fruits, légumes, quelquefois cuits car certains ne se consomment pas crus. Je mange peu de viande, un peu de poisson, pas de lait, pas plus de pain alors que j'aime tant celui que je fais. En plus, je souffre de reflux gastro-œsophagien. J'ai sur le conseil de Thierry commencé à prendre de la bétaïne HCl sans résultat. À ce propos, comment la prendre? La notice dit pas l'estomac vide. Est-ce que le test bicarbonate? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. La bétaïne HCl, donc un complément d'acide chlorhydrique, oui, un complément d'acide chlorhydrique, bon, c'est une béquille, hein, ça peut être une bonne béquille. Comment est-ce qu'il faut le prendre? Tu le prends, ils disent en milieu de repas, mais si tu as peu d'acide chlorhydrique, tu peux le prendre en début de repas, c'est pas un problème. Et comme je l'avais dit, tu prends une gélule, si tout va bien, t'en prends 2, si tout va bien, t'en prends 3, si tout va bien, t'en prends 4, 6, 7, 8, jusqu'à ressentir vraiment de l'acidité. Si tu ressens de l'acidité, alors à ce moment-là, tu dis que tu as dépassé la dose. Mais normalement, ton reflux gastro-œsophagien, comme je te l'ai expliqué, est lié à une surprolifération bactérienne dans ton estomac, liée à une sous-production d'acide. Pour terminer, dès que je fais des écarts de régime, je prends du poids vitesse grand V, 12 jours à l'Allemagne, pain, un peu de charcuterie, 3 kilos supplémentaires. Je suis fatigué, je ne dors pas bien, je suis découragé, surtout quand je lis les témoignages formidables des personnes lors du dernier stage. Eh oui, mais tu l'as tout dit. Tu es fatigué, tu ne dors pas bien et tu es découragé. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cortisone? Dès qu'on a besoin de cortisone, c'est que notre organisme ne produit plus assez de cortisol et de cortisone endogène. Toute inflammation chronique dénote un état d'épuisement de l'individu. Alors, c'est super ce que tu fais sur le plan alimentaire. Mais là, je vais te dire, comme j'ai dit à la conférence de dimanche dernier, c'est très bien le plan alimentaire. C'est pas si compliqué que ça, au final. Mais par contre, tu vas pas pouvoir faire l'économie de revoir de fond en comble ton mode de vie. Alors si, tu peux en faire l'économie. Mais par contre, je pense que là, actuellement, tu es bloqué par ça. C'est-à-dire qu'il est essentiel de trouver les conditions pour régénérer ton système nerveux. Et l'espèce de cercle vicieux dans lequel on tombe rapidement, c'est que plus on est épuisé, moins on dort. Parce que je l'ai montré, je le montre en stage ou je le montre dans les DVD de cours, c'est que quand tu as une courbe de production de cette hormone, le cortisol, au cours de la journée, normalement le pic c'est le matin. Et ça préside au réveil. Et puis le soir, elle diminue. Ça te permet l'endormissement, le ralentissement du métabolisme. Ta thyroïde qui ralentit son activité. Le problème, c'est que quand tu es épuisé, tu as un pic du cortisol qui va se passer en début de soirée. Qui plus est, tu as une situation inflammatoire généralisée dans ton organisme. Donc c'est toujours le feu. Ta glande thyroïde, elle ne peut pas ralentir le métabolisme et te permettre l'endormissement adéquat, puisqu'il y a toujours le feu dans ton organisme. Donc la priorité, c'est de désenflammer tout ça. Au niveau alimentaire, tu fais des jus et tout, c'est excellent. Tu n'as pas assez d'acide chlorhydrique, ça dénote un état d'épuisement. Tu as certainement une dysbiose, puisque tu me dis que tu prends du poids très très rapidement. Tu fais de l'œdème très très rapidement. Et tu es fatigué, tu es épuisé. Pour moi, le facteur limitant qui va faire que tu es toujours en inflammation, tu as toujours besoin de cortisone, tu as toujours ces douleurs-là, c'est juste l'épuisement du système nerveux. En fait, je devrais arrêter de parler d'alimentation dans les vidéos. L'alimentation est importante, mais ça nous fait peut-être un peu rater la cible.
la cible, c'est l'épuisement global. On te prend, on t'essore. Alors, que tu travailles ou que tu travailles pas même, parce que la pression, elle est omniprésente. Les téléphones portables, les rayonnements électromagnétiques, les écrans partout, et les gamins qu'on met devant des écrans actuellement, mais vous leur préparez des systèmes nerveux dans un état qui est catastrophique. Hein, je veux bien les écrans pédagogiques, les écrans tatati, tatata. Les écrans détruisent. L'outil est dangereux en lui-même. Au-delà de quelques minutes ou quelques heures passées sur un écran, l'écran est particulièrement dangereux. D'ailleurs, je crois qu'il est dangereux dès les premières minutes. Hein, le rayonnement électromagnétique auquel on s'expose est dangereux pour l'organisme. L'outil n'est pas neutre. Dès qu'il y a inflammation chronique, polyarthrite chronique, rhumatoïde, tu peux oublier, ça parle d'épuisement. Et pour répondre à l'épuisement, il n'y a qu'une seule solution. Du soleil, du massage, en attendant que le sommeil revienne. Et des jus. Je ne peux pas dire autre chose. C'est clair que ce n'est pas obligatoirement le plus facile à recevoir. Tu vas me dire, oui, mais moi j'habite dans le nord de la France, je suis dans un appartement. Qu'est-ce que j'y peux? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'y peux? Je ne vais pas te dire, ok, prends telle gélule. Oh, c'est clair, je pourrais faire la gélule repos miracle, tu vois, par exemple. Et puis là, je serais de te dire, non, mais continue à vivre dans un environnement totalement non propice à la vie, il n'y a pas de problème, et prends ma pilule. C'est ce que font tous les vendeurs de pilules sur le net. C'est ce que font tous les gens qui ont ces blogs, ces newsletters et ainsi de suite qui t'envoient. Puis tous les mois, tu as le produit miracle. Et nous, on adore ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de remettre en cause notre mode de vie. Hein, parce qu'on est accro à ce mode de vie, parce qu'on est trop épuisé pour le remettre en cause, parce que ça nous paraît une montagne. Donc tu as les mecs, ils arrivent avec leur petite boîte de gélules et ils te disent on a trouvé ce nouveau produit. Et les mecs, ils sont tout auréolés de leur côté un peu bibi hippie, baba cool, tu vois, avec la queue de cheval et ainsi de suite. Et ils te disent avec ça, tu vas résoudre tous tes problèmes. Et toi, tu bouffes. Tu manges. Et moi, j'ai mangé. J'en ai une armoire pleine de compléments alimentaires. Donc quand je dis tu, c'est moi aussi. Je me prends là-dedans. Tu te fais mener par le bout du nez parce que tu as peur et tu n'as plus assez d'énergie pour répondre à la situation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de vrais changements de notre mode de vie. C'est impossible. C'est impossible. Tous les marchands du temple prospéreront tant que l'on croira que la solution va se trouver dans une petite gélule. Je veux dire, le simple fait de ne pas vivre dans un environnement adéquat, de ne pas avoir contact avec la nature, avec un air de qualité, avec une eau de qualité. Le simple fait de ne pas avoir nos besoins vitaux remplis ne va pas se résoudre avec une petite gélule ou une petite capsule. C'est pas possible. Nos besoins vitaux, un air de qualité, une eau de qualité, une alimentation de qualité, un groupe humain épanouissant, pas trop gros, mais suffisamment grand pour trouver de la sécurité dans le groupe humain. Ces 4 besoins-là ne sont pas remplis. Tu crois que c'est en bouffant une gélule que tu vas résoudre ça? Tu crois que c'est en bouffant même 10 ou 100 gélules que tu vas résoudre ça? On ne peut pas faire l'économie d'une réforme complète de notre mode de vie qui nous assure les 4 besoins vitaux. Air, eau, alimentation, le groupe humain. Dans tous les cas, on parle d'alimentation. Et alimentation au sens le plus large du terme. On ne peut pas faire l'économie. Ah, tu me mets Kenavo. Donc Kenavo, bretonne. Il y a des beaucoup en Bretagne. Il y a des beaucoup en Bretagne. J'aime beaucoup la Bretagne. Je le dis breton, parce que chaque fois je les chambre parce qu'il pleut tout le temps, mais en même temps, regardez la Catalogne, ça plaide pour lui-même. Hein. Ablation des amygdales et autres ganglions. Question de Stéphanie. Une question sur les amygdales ganglions. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont enlevés? Ah, ben il faut demander au médecin qui va te l'enlever. Comment le système lymphatique arrive à compenser leur disparition? Et ben, il charge les autres. Que peut-on faire pour l'aider? Idem pour l'appendice. Eh bien oui. Mais ça, c'est des questions qu'il faut demander à ton médecin, qu'il faut poser à ton médecin. Lui dire, monsieur le docteur, regarde quelle heure il est. Monsieur le docteur, vous allez m'enlever des ganglions. Oui, mais ça sert à quoi? Et comment je fais ça? Ça, c'est des bonnes questions à poser. Sauf que ils ont placé un rapport tellement autoritaire avec toi, que le simple fait de poser une question est une offense. Si tu poses une question, c'est déjà que tu doutes. Et si tu doutes, vous n'en voulez pas, dégagez. Ils se posent comme indispensables. C'est ça. Et tant que nous croyons qu'ils sont indispensables, leur pouvoir réside sur notre soumission. C'est uniquement ça. Je veux dire, on pense toujours qu'il faut aller déboulonner les autorités. Mais les autorités ne tiennent que parce qu'on leur fait allégeance. Les autorités ne tiennent que parce qu'on est comme des petits chiens épuisés qu'on est en train de demander pour notre petit os. Et ils nous jettent notre petit os. Je veux dire, il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc, que se passe-t-il lorsqu'ils sont enlevés? Eh bien, la charge de l'épuration
et reporté sur d'autres ganglions lymphatiques. C'est ce qui fait que par exemple les gens à qui on a enlevé les amygdales, quand on enlève les amygdales, c'est amygdales, végétation, enfin il y en a tout un groupe là qu'on enlève là, eh bien la congestion au niveau cérébral va être augmentée. C'est-à-dire que la capacité du système à épurer la partie supérieure de l'organisme va être limitée. Plus limitée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se faire. Alors que peut-on faire pour l'aider? Eh ben, diminuer la charge d'épuration. Donc là, d'autant plus être attentif à son alimentation, son mode de vie et toutes les nourritures qui nous arrivent, parce qu'on sait que notre système lymphatique a moins de capacité d'épuration. On a grillé quelques jokers, c'est tout. On nous a grillé quelques jokers en nous disant « Oh non, non, ganglion lymphatique, oh, non, c'est deux, trois trucs, des espèces de petites poches pleines de bactéries, là, on te vire ça, et puis ça va être propre là, propre. » Tout propre le coup, tout propre, nickel. Après ça marche, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais c'est propre. Voilà. Donc pose pas de questions. Pose pas de questions. T'as pas fait 8 ans d'études, donc pose pas de questions. Écoute. Obéis. Une question. Voilà, sur les amygdales, voilà. Donc c'est des questions à poser, c'est des super bonnes questions à poser. Alors, question de Sophie. Fruits et diabète. Quelqu'un qui est diabétique doit-il boire uniquement des jus de légumes? Les fruits sont-ils proscrits? Alors, en jus, j'ai tendance à déconseiller. Ouais. En jus, j'ai tendance à déconseiller parce que, étant donné qu'il n'y a pas de fibres, ça va passer très rapidement dans l'organisme. Et pour quelqu'un qui a un trouble du métabolisme du sucre, au départ, ça va être too much. Donc, uniquement des jus de légumes, au départ, c'est pas mal. Hein, des jus verts en grande quantité pour reminéraliser tout ça, calmer l'inflammation du système. Et puis, petit à petit, il va pouvoir introduire les fruits. Les fruits, par contre, dès le départ, en règle générale, puis c'est à tester. Hein, avec les diabétiques, c'est pas compliqué. Tu as ton glycomètre avec toi. Donc, tu prends aucun risque. Tu testes. Hein. Et d'ailleurs, il y a des diabétiques qui me disent « Ah, mais moi, j'ai introduit les fruits et les légumes. » Et des diabétiques de type 1 particulièrement, et la quantité d'insuline nécessaire ne diminue pas. Moi, je dis toujours la même chose. Ok, avant, tu avais besoin d'une quantité d'insuline. Sauf qu'avant, tu avais besoin d'une quantité d'insuline pour répondre à une alimentation qui était en train de te détruire. Maintenant, tu as besoin d'une quantité d'insuline pour répondre à une alimentation qui est en train de te reconstruire. Et quand tu seras reconstruit, tu n'auras plus besoin d'insuline. Donc, ok, pendant ce temps-là, il faut continuer à prendre de l'insuline dans les quantités que tu prenais au départ, sauf que maintenant, tu vas dans une toute autre direction. Tu ne vas pas dans le sens de la dégénérescence, tu vas dans le sens de la régénérescence. Et ça change tout, absolument tout. Donc oui, au jus de légumes, particulièrement, tu peux mettre 2-3 fruits, et puis bon, peut-être que il faudra rajouter un peu d'insuline, peu importe. Hein. Mais les fruits plutôt à la croque. À la croque et puis contrôle. Bon après pas de fruits secs, évitez ça quand même, là c'est un peu too much. Faut pas exagérer. Voilà, donc j'espère que ça saura te renseigner. Red One, Roaccutane, isothérapie. Roaccutane, vous voulez me faire sortir de mes gonds là. J'ai pris il y a 8 ans un générique du Roaccutane, tout en jeûnant en même temps. J'ai rencontré une vraie chute de morale, un besoin de renfermement et une certaine irritabilité au monde extérieur, mais aussi une certaine douleur au niveau du foie que je traîne jusqu'à aujourd'hui. Je suis tombé sur une de tes vidéos avec Lisa qui a apporté des éléments de réponse sur la question. Toutefois, penses-tu qu'avec l'écoulement du temps et la puissance régénératrice du corps, les effets destructeurs de ce poison s'estompent? Les effets sont-ils réversibles? Alors je vais te dire, j'ai longtemps cherché pour savoir quel était effectivement l'impact du Roaccutane sur l'organisme. Très dur à savoir, personne ne le savait vraiment. C'est un truc qu'on prescrit, ça avait été au début élaboré pour des cancéreux. Alors ça ne guérissait pas du tout les cancéreux, par contre on s'est rendu compte que les cancéreux ils mouraient avec moins de boutons. On se dit, on peut être content, ils n'ont plus d'acné. On dit, bon on va l'utiliser pour l'acné. Hop là, petit bonheur la chance. Comme ça. Et j'ai très longtemps cherché quel était le principe actif, hein, les isotrétinoïnes, quelle était l'action des isotrétinoïnes sur l'organisme. Hein, c'est le principe actif du Roaccutane, de l'Accutane et de tous les poisons majeurs qu'on nous vend. Alors en fait, l'une des actions des isotrétinoïnes, c'est une réduction de la vascularisation du cortex cérébral. C'est-à-dire, ça doit te dire un truc si tu regardes les vidéos, défaut d'apport de sang frais au niveau du cerveau. On est exactement, effectivement, dans le mécanisme de la dépression. Il n'y a pas assez de sang qui arrive au cerveau. Dès lors, dépression, renfermement, chute de morale,
irritabilité. Un cerveau qui n'est pas correctement alimenté, c'est un cerveau qui dysfonctionne. Une personne qui a le cerveau qui dysfonctionne, c'est une personne qui va être irritable, fatiguée, épuisée moralement, désespérée, négative. Tu sais, on croit que c'est le caractère des gens. Mais notre caractère, par défaut, il est d'être joyeux et en pleine santé. L'un des critères de la bonne santé, pour moi, sont des critères psychologiques. D'ailleurs, il y a Irène Grosjean qui dit que dans guérir, il y a gai et il y a rire. Et elle a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérison sans qu'il y ait une joie de l'individu. Le mec qui arrive, qui te tire une tête de la famille Adams, là, et qui te dit « Ah ouais, moi je suis régénéré », ça va pas du tout. Le mec qui te dit « Je suis régénéré », qui est négatif, qui crache sur tout le monde, qui est désespéré, et ainsi de suite, ça va pas du tout. Peut-être que son corps s'est retapé, mais l'inflammation, elle est toujours là. Le défaut d'apport de sang au niveau du cerveau, il est toujours là. L'un des critères de la santé, c'est la joie immanente. Et d'ailleurs, moi je le vois, l'un de mes critères, pour moi, de mauvaise santé, pour moi, mauvaise santé, c'est quand je tire trop et que je suis fatigué. C'est que je me lève le matin et que j'ai pas cette espèce de joie à faire ce que je dois faire. C'est lourd. Voilà. Les choses, je me vexe facilement, je démarre d'un quart de tour, les choses sont compliquées, elles me paraissent lourdes à porter. Ouh, ça c'est pas bon signe mon coco, ça veut dire t'es fatigué, fatigué. Il est temps de te poser, de te reposer, de jeûner un petit peu, et tu vas voir que tout redémarre. Donc les isotroténoïdes, leur première action, c'est de diminuer l'apport de sang frais au cerveau. Alors, on sait maintenant donc quelle est l'action du Roaccutane. Le Roaccutane est un formidable médicament dépresseur. Dépresseur parce qu'il limite l'apport de sang frais. Donc mémoire, morale, tout y passe. Vue et ainsi de suite, tout peut y passer. Puisque après, globalement, le cerveau ne reçoit plus assez de sang, donc tu suicides et ainsi de suite. Penses-tu qu'avec l'écoulement du temps et la puissance régénératrice du corps, les effets destructeurs de ce poison s'estompent? Ça dépend de la capacité de ton système de détoxification et d'élimination. Tout dépend. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui ça va passer de façon relativement anodine et d'autres pour lesquels ça ne va pas passer de façon anodine. Partant d'une bonne intuition, j'ai l'impression qu'une cure à base de jus de fruits aurait plus d'effet que l'homéopathie proposée par le laboratoire Archer. Tu peux essayer une cure à base de jus de fruits et puis tu vois ce que ça donne. Sur ce point, peux-tu m'expliquer le concept d'isothérapie? Alors, l'isothérapie, c'est un principe homéopathique qui veut que le même soigne le même. Et donc, on donne à des dilutions extrêmes un produit donc de l'isotroténoïne. On le donne à dilution extrême pour amener à une réaction du système immunitaire de l'organisme. Et cette réaction va permettre d'éliminer le produit. Lisa d'ailleurs m'a fait remarquer récemment, parce que je lui communiquais l'information sur les isotroténoïdes, et elle me faisait remarquer récemment qu'il fallait aussi encourager les gens à prendre des bonnes quantités d'argile, alors moi je dirais d'argile et de charbon actif, pendant l'isothérapie, parce qu'il va y avoir énormément de produits qui vont être lâchés dans les intestins, et que c'est important pour ne pas les réabsorber, de passer avec de l'argile et du charbon actif en permanence, histoire d'absorber, d'éviter qu'ils soient réabsorbés dans la circulation générale. Le Roaccutane est un scandale. Le Roaccutane est un produit qui rend neuneux au sens, excuse-moi l'expression, Redouane, mais au sens où il amène à un déficit d'apport de sang frais à notre cerveau. Donc obligatoirement, ça va avoir des tas de troubles de type psy chez l'individu. C'est une catastrophe. Et une fois qu'on l'a dans l'organisme, après on est mal parti. Donc est-ce que les effets peuvent s'estomper? Ça dépend de la capacité éliminative de l'individu. Il serait essentiel sauna, massage, élimination au maximum, rein et rate, lymphe, balai intestinal et tout. Tu peux faire en sorte de mobiliser toutes les sources de détoxification et d'élimination de l'organisme, et voir ce que ça donne. Et puis si ça ne suffit pas, il y a l'isothérapie qui peut apporter ses bienfaits, en sachant toujours que quand tu es en phase de détoxification massive, il est important d'avoir des produits pour absorber au niveau de la lumière intestinale, argile et charbon actif en priorité. Mais bon, je ne m'étendrai jamais assez sur ce Roaccutane. Ça m'a massacré la vie d'une de mes proches et de beaucoup de proches. Faut bien comprendre, ce monde est un monde pervers. Le Roaccutane, on sait très bien les effets que ça a sur l'organisme. Même si on ne connaissait pas exactement les effets des isotroténoïdes, il a été interdit aux États-Unis, on continue à l'autoriser dans certains pays en Europe, et les pays dans lesquels il est interdit, eh bien, on essaie de le faire rentrer sous forme de générique.
Donc, faut quand même ouvrir les yeux. On va me dire, ah Thierry, tu es négatif, tu es pessimiste et tout. Mais je suis pas pessimiste du tout. Au contraire, je suis extrêmement optimiste parce que je pense qu'on est en train d'ouvrir les yeux. Mais il faut bien comprendre que les intérêts financiers priment sur les intérêts humains. Et ça, il faut se réveiller. Et que, à la tête de ton pays, tu as des gens pour qui les intérêts financiers priment devant les intérêts humains. Ils sont eux-mêmes broyés par une machine. Je pense que ce sont juste des petits pions. Mais on ne pourra pas réformer le système par de l'alternatif. Il faut juste reprendre la feuille à zéro. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on met devant, quelle valeur on met devant. Est-ce qu'on a une politique de santé ou est-ce qu'on a une politique de maladie? Est-ce qu'on crée de la valeur sur la maladie ou est-ce qu'on crée de la valeur sur la santé? Si on crée de la valeur sur la maladie, alors à ce moment-là, on fait des hôpitaux pour soigner les maladies, on fait des cabinets médicaux, on fait des centres de radiologie, on vend des chimiothérapies à 50 000 € et ainsi de suite. Si on indexe la valeur sur la santé, alors à ce moment-là, on crée une CMU qui nous assure d'avoir des jus gratuits, des massages gratuits, des bains de soleil gratuits, des saunas gratuits. Hein. C'est ça la vraie sécurité sociale. Hein. Un vrai système de santé. Actuellement, on n'a pas un système de santé. Je veux dire, nulle part, hein, il n'y a d'enseignement sur la santé. On est juste un système de la maladie qui traite la maladie. On n'a pas un système de santé. C'est fallacieux de dire cela. SMS, fermentation d'oléagineux. C'est une question de Mathilde. Bonjour Thierry, merci beaucoup pour ton travail. Deux petites précisions sur les choses que tu as déjà évoquées, mais sans trop détailler. Peux-tu développer ta notion de SMS? Ah là, le soleil est voilé. SMS, pour moi, SMS, sommeil, massage, soleil, c'est parmi les 3 plus fabuleux moyens de régénérer le système nerveux. Ça paraît tout bête, comme ça on se dit, ah mais attends, sommeil, massage, soleil, c'est des trucs... pas des traitements, ça c'est pas sérieux, ça fait pas sérieux. Il faut que ça ait des noms de molécules un peu complexes, là venus de je sais pas où. Mais sommeil, massage, soleil, ce sont les 3 moyens thérapeutiques les plus puissants que je connaisse, parce que je pense que la détérioration du système nerveux est le plus gros trouble auquel on est à faire face à l'époque actuelle. Donc sommeil, massage, soleil, et souvent je dis massage et soleil parce qu'au début le sommeil il n'est pas présent. Donc massage, soleil et jus. Hein, les JMS, jus, massage, soleil, c'est le meilleur moyen de diminuer l'inflammation, de calmer le système nerveux, de commencer à le nourrir réellement. Tu sais, on fait de la nourriture pour notre corps, puis on fait aussi beaucoup de bodybuilding. Hein, on fait du bodybuilding, hein, on construit des muscles et puis on passe derrière. Mais on ne fait pas du soul building. Donc de la construction de l'âme, de la construction du mental, de la construction du système nerveux. Non, non, on fait des muscles hypertrophiés. Alors j'ai rien contre le bodybuilding, j'ai strictement rien contre le bodybuilding, mais il faudrait qu'il soit équilibré par quoi? Par du soul building, par de la construction d'âme, par de la construction de système nerveux, par de la construction, la construction plus subtile. Et actuellement, on construit que les grosses briques. Mais c'est ça le problème. Donc cette notion de SMS, c'est du nervous building. Hein. Et moi j'y tiens particulièrement parce que je pense que c'est l'un des critères limitants numéro 1 actuellement pour la régénération. Tu parles d'un mélange de graines de tournesol et amandes que tu fais fermenter. Peux-tu détailler un peu ce truc? Ah, tu vois, il t'allait avoir ma recette. Comment on le fait? Quels en sont les bénéfices? Non, allez, je vais vous la faire en vidéo d'ici Noël. Là. Pendant Terra Incognita, je vais vous le faire et je vais vous partager cette recette. Je sais qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein, qui est connu par pas mal de monde. Je l'ai poussé quand même assez loin, mais je vous partagerai ça, on fera une belle vidéo là-dessus. Lilou, maladie de Lyme. J'ai une amie qui souffre de la maladie de Lyme diagnostiquée il y a 2 ans, sans aucune amélioration de son état, malgré un changement alimentaire et un traitement à base d'huile essentielle. Elle est complètement découragée et se demande même si elle pourra guérir un jour. Aujourd'hui, elle a des douleurs constantes et une fatigue chronique qui l'oblige à s'allonger une grande partie du temps et elle ne peut plus travailler. Le problème, c'est qu'on te dit la maladie de Lyme cause la fatigue chronique. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Moi, je te dirais à l'inverse, la fatigue chronique cause la maladie de Lyme. Elle a fait des réformes alimentaires, c'est super. Et c'est là où tu te rends compte que, comment dire, on ne peut pas faire l'économie de considérer tous les paramètres de santé. Je vais me répéter sans cesse. Tu ne pourras pas faire l'économie de réformer ton mode de vie. Tu es épuisé ou elle est épuisée et il y a des choses à changer. La bactérie aurait très fortement affaibli son système immunitaire. Non, son système immunitaire était très fortement affaibli et il a permis l'installation d'une bactérie pathogène. Selon les tests médicaux, et elle souffre d'autres infections à cause de cela depuis peu. Non, elle avait d'autres infections, candidose, chlamydia, dans les poumons, brûlure d'estomac à chaque repas, quoi qu'elle mange,
Brûlure d'estomac à chaque repas, ça veut dire qu'il y a de la fermentation intestinale, la fermentation stomacale, donc il n'y a pas assez d'acide, elle est juste épuisée. Connais-tu des personnes qui ont guéri de la maladie de Lyme avec le crudivorisme? Que conseillerais-tu à mon ami? Je connais des personnes qui ont guéri de la maladie de Lyme en reprenant leur mode de vie à zéro. C'est juste un warning. Et je sais qu'il peut être dur de changer. Je sais qu'on peut trouver des circonstances matérielles qui vont nous dire tu ne peux pas changer. Mais on n'a pas le choix. On n'a strictement pas le choix. Il faut calmer tout ça, il faut calmer les jeux. Et tu vois, on te dit, oui voilà, la bactérie a affaibli son système immunitaire. Mais cette bactérie, elle ne devrait pas s'installer si on avait un système immunitaire qui fonctionne de manière adéquate. On a des bactéries, qu'est-ce qu'elles fichent? Qu'est-ce qu'elles fichent? Elles sont là, elles sont censées nous garder. Qu'est-ce qu'elles fichent? Alors d'un seul coup, on te dit, ah, il y a une bactérie, il y a une bactérie, il y a une bactérie, au secours, au secours, au secours. Puis on essaie de lui taper dessus. Et personne ne dit, mais attends, mais comment ça se fait qu'elle s'est installée, cette bactérie-là? Parce que bon, c'est bien joli de vouloir taper dessus, mais comment ça se fait? Et puis on pourrait faire des tas de parallèles avec la situation actuelle, tu sais, hein, pas des bactéries qui s'installent. Et puis on te dit, oh là là, couvre-feu, machin chose et tout, plan Vigipirate, tatati, tatati, tatata. Je dis, mais attendez, mais si vous avez un système de renseignement qui fonctionne aussi bien, comment ça se fait que vos bactéries là, elles s'installent là? Il n'y a pas un petit blême, à moins que ce soit ce qui peut bidonner, mais il ne faudrait pas le dire trop fort. Donc, est-ce que je connais des gens qui ont guéri de la maladie de Lyme avec le crudivorisme? Je connais des gens qui ont guéri de la maladie de Lyme en répondant à la situation de fatigue chronique. La fatigue chronique peut être induite par l'alimentation, ça y participe, et le retour à une alimentation physiologiquement adaptée pour l'individu est certainement une étape incontournable, mais par contre, ça ne fait pas tout. Voilà, donc il faut lui dire ça. Ben Soleil, Catalunya. Tugba, dégoût pour les fruits et les légumes, que faire? Vaccination. Bonjour Thierry, je suis absolument convaincu que ton chemin est le bon. Mais je n'arrive pas, les fruits ne m'attirent pas, les jus non plus. Je n'aime ni fruits ni légumes. Je me force et ça me décourage. Que faire? Continuer à me forcer? Eh ben, de toute façon, si tu ne manges pas des fruits et des légumes, qu'est-ce que tu manges d'autre? Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui me disent, Thierry, tu as l'air très sûr de toi dans tes vidéos, ça fait gourou, secte, dogmatisme, religion. Mais oui, je suis sûr de moi, parce qu'en fait, c'est pas une opinion personnelle que je donne. Je parle de physiologie, je parle de loi biologique, je parle de comment fonctionnent les cellules. Donc c'est pas une création personnelle, c'est pas une opinion. Donc moi je te dis, si tu manges pas des fruits et des légumes, qu'est-ce que tu manges? Tu manges une alimentation qui fait dégénérer ton corps. Donc continuer à te forcer, ouais, je dirais oui. Ça me paraît énorme d'avoir un dégoût complet. J'ai rarement vu ça. Peut-être que tu n'as pas une palette alimentaire assez large, allez voir un petit peu. Souvent sous forme de jus, ça passe. Faire des jus très très simples, peut-être, je ne sais pas. Ou, écoute, va sur le forum peut-être et partage avec les gens qui sont sur le forum du site Régénère pour voir s'ils n'ont pas... qu'est-ce que tu fais? Et puis peut-être qu'ils auront des conseils à te donner. Ils vont peut-être te dire, ah, ton jus là, c'est un peu un mélange gloubi-boulga, ça va pas le faire. Essaye quelque chose de plus simple. Je vérifie si mon micro fonctionne toujours, parce que là, j'ai un petit doute. Ah oui, il fonctionne. Non, il n'y a rien de plus horripilant que d'enregistrer pour rien. Donc voilà moi ce que je ferai. Je regarde d'ailleurs les piles. On a des piles, c'est nickel. Voilà moi ce que je ferai pour... Mais oui, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que manger des fruits et des légumes? Donc oui, je continuerai à me forcer en essayant d'élargir ma palette alimentaire, en essayant de comprendre où est-ce que ça se joue. Et une autre question concernant la vaccination. Je suis contre. Mais que faire si un jour mes enfants contractent la polio ou le tétanos? Comment sommes-nous protégés? Et on est protégé par notre système immunitaire. Pourquoi des peuples ont été touchés par la polio? Parce qu'ils avaient un système immunitaire qui n'était pas fonctionnel. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Et attends, c'est pas récent qu'on a des systèmes immunitaires qui sont complètement déficients. Il y a une autre chose. On voit les virus et on dit virus mal, détruire. Un peu basique, hein. Virus mauvais, détruire. Ok. Si on analyse le virus, qu'est-ce que c'est un virus? C'est une forme, d'ailleurs c'est très difficile hein, pour les microbiologistes de définir ce que c'est qu'un virus. Il y a beaucoup de débats, hein, donc ils ne s'accordent pas vraiment là-dessus. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas du domaine du vivant, c'est pas une bactérie. Ça contient des fragments d'informations génétiques, d'ADN.
on sait que la transmission de modification de l'ADN se fait naturellement par voie verticale, c'est-à-dire d'une génération à l'autre. Les virus sont le plus formidable moyen de transmission d'un nouveau matériel génétique de façon horizontale à l'échelle d'une population. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre une génération pour que la transmission se fasse, ça se fait de manière horizontale. Il y a de plus en plus de chercheurs qui pensent que les virus ont un rôle utile, c'est ce qu'on appelle la théorie du virus utile, et que les virus sont des formidables vecteurs d'adaptation au niveau génétique. Alors après que ces virus apportent un complément de programme, qui est un programme de nettoyage pour l'organisme, et que ce programme de nettoyage pour l'organisme amène à des nettoyages qui sont parfois violents. Je veux bien, mais ça c'est juste l'état d'intoxication de l'organisme. Comment est-ce qu'on se protège contre la paléo, le tétanos? Pas avec nos petits bras, on se protège avec notre système immunitaire. Non, des virus, tu en croises tous les jours. Tu en croises tous les jours, et pourtant, il y en a certains qui vont rentrer dans ton système intérieur, qui vont faire un tour et repartir, parce qu'ils n'avaient pas de travail à effectuer là-dedans. T'en as qui ne vont pas rentrer, et ton corps régule tout ça. Tu as la surface de toutes tes muqueuses. C'est-à-dire que rien ne peut rentrer dans ton organisme qui ne soit passé par le filtre bactérien, des micro-organismes. Et ce filtre-là, c'est ton premier système immunitaire. Donc, tu es contre la vaccination, je le suis aussi. Pour moi, c'est une énormité totale. C'est un facteur de dégénérescence massif des organismes. Et surtout, on n'en a pas besoin. Question de Joséphine. Bonjour Thierry. Que pensez-vous du riz, même blanc, et de sa consommation régulière, si pas quotidienne? Le docteur Segnalé recommandait sa consommation car le riz restait identique à sa chaîne moléculaire ancestrale compte tenu que le riz n'était pas fragile, n'a pas eu à subir des transformations génétiques. Par ailleurs, les cols, amidon du riz, ne seraient-elles pas dommageables pour les intestins en consommant uniquement du riz complet? Quel est votre point de vue? Ah non, je pense que plus le riz est raffiné, plus il est privé de minéraux, plus il est raffiné, plus ça va amener à des pics glycémiques. Donc déjà, s'il doit consommer du riz, il faudrait le consommer complet pour avoir la charge minérale. On sait très bien que la vitesse de passage d'un produit dans le milieu intérieur dépend totalement de sa charge minérale. Non, c'est pas. Il faut le consommer complet. Pour moi, il faut vraiment le consommer complet. Après, c'est des amidons. Le docteur Segnalé le recommandait. Le docteur Segnalé, il parlait à une population, déjà, leur faire abandonner le gluten et les produits laitiers, mettre plus d'aliments crus, pour lui, c'était le summum, quoi. Et il avait raison. Il s'adressait à une population qui n'était pas prête à changer. Donc il essayait de trouver le moins pire des arrangements. Il l'a bien dit en tant que tel, mais le riz est en aucun cas un aliment de santé. Alors on dirait Okinawa, mais Okinawa, ils mangeaient du riz. À côté de ça, ils avaient des tas d'autres paramètres de santé qui étaient en place. Leurs besoins vitaux étaient assurés. Hein. Donc c'est toujours l'exemple que je donne. Je dis, ok, les gens d'Okinawa mangent du riz et vivent jusqu'à 100 ans. Ok, est-ce que tu vas vivre jusqu'à 100 ans en mangeant du riz? Je veux dire, c'est pas parce que quelque chose est vrai que la réciproque est vraie. C'est fallacieux de raisonner comme ça. Il y a tellement d'autres paramètres. T'es pas un Okinawa. Donc il y a de la colle partout. Le riz complet passe moins vite dans le sang et amène moins de pics glycémiques, moins d'hyperglycémie, moins de fatigue du système surrénalien, moins de fatigue du système pancréatique que le riz blanc. Le riz blanc est une vraie catastrophe. On va dire, ah, mais les populations asiatiques mangent du riz blanc. Ok, et comme disait Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Est-ce que les Asiatiques sont bluffants de santé? Non, absolument pas. Ils ont l'une des médecines les plus élaborées du monde, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en bonne santé. Question d'Estelle, stress, angoisse, insomnie. Ouf. Comment estomper les symptômes liés au stress, angoisse, insomnie, palpitation? Les jus peuvent être efficaces. Les jus vont participer, hein, ça c'est clair. La suppression de produits qui sont neurotoxiques comme le gluten, les caséomorphines du lait par exemple, des choses comme ça, sont particulièrement bien indiquées. Une fois que tu as épuré ton alimentation, il va falloir aller voir du côté du massage. Il faudrait savoir à quoi sont liées ces angoisses. Est-ce qu'elles sont liées à un facteur précis? Si c'est lié à un facteur précis, tu peux peut-être essayer des techniques comme le MDR par exemple, à des programmations psychiques comme le MDR. Sinon, le massage. Le meilleur moyen de sortir un système de cette boucle de stress qui est caractérisée par la production accentuée de cortisol, c'est massage.
insomnie, donc il y a un état de stress très très avancé, massage. Massage. Je te renvoie vers une vidéo que j'avais fait avec Laurence Desjardins, syndrome de fatigue chronique, une synthèse par exemple, j'en avais fait une là qui était pas mal. Tu peux aller regarder dans les vidéos, c'était il y a 2 ans à peu près. Et elle parle vraiment voilà, que le seul moyen de contrecarrer les effets délétères du stress et du cortisol, c'est la production massive d'ocytocine par le massage. 20 minutes au moins par jour de massage, non professionnel, il n'y a pas besoin, mais de massage. Question de Anne. Contraception. Entre prendre des hormones via la pilule ou avoir une inflammation continue via le fil de cuivre d'un stérilet, quel est le moins nocif? La peste ou le choléra. Ne pouvant prendre aucun risque de tomber enceinte pour des raisons de santé, je ne sais plus trop quel moyen de contraception le plus sûr possible je peux envisager. Ouais. Le truc c'est toujours pareil, bon, hormones, oublie. Catastrophique, surtout si tu es fatigué ou des choses comme ça, oublie les hormones. Donc après il reste le stérilet en cuivre. Le problème c'est que si tu es acide, si tu es acidifié, tu as le cuivre qui va passer dans l'organisme. Et puis le problème c'est toujours la même chose, c'est que c'est à la femme d'assurer la contraception. Dire la contraception ça se gère à deux, hein. L'acte sexuel se gère à deux, la contraception ça se gère à deux aussi. D'après moi il y a des tas de moyens d'éviter d'utiliser et des stérilets et de la pilule, avec la rétention pour les hommes, le fait de ne pas éjaculer systématiquement, et ainsi de suite. Il y a quand même à demander du boulot au partenaire, parce que sinon c'est toi qui prends la charge. Entre les deux, je choisirais le stérilet en cuivre pour répondre directement à ta question, mais franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas une solution, quoi. C'est vraiment pas une solution. Est-ce que je suis trash de la vidéo? Non, elle n'est pas finie. Il y a des lois biologiques. Allez, je vais encore me faire des amis. Il y a des lois biologiques. Plouf, plouf, j'ai essayé de pas trop me rétablir. Il y a des lois biologiques. Il y a une des lois biologiques qui veut qu'un organisme en bonne santé, quand il y a du sperme qui rencontre un ovule, eh bien, il y a fécondation. Donc, la procréation fait partie inhérente de l'acte sexuel. Sauf que là, maintenant, nous, on veut le dissocier. C'est-à-dire que, dit crûment, et je dis pas que c'est ton cas, hein, je dis juste, c'est un état d'esprit de la société, dit crûment, on veut baiser comme on veut, et puis ne pas en subir les conséquences, comme si un enfant, et c'était subir les conséquences. Il y a un problème là, il y a un gros problème. Qui dit éjaculation, dit risque de procréation, risque ou chance de procréation. Pour certains, ça serait une chance. Hein. Et il y a tellement de personnes qui veulent avoir des enfants qui n'y arrivent pas qu'on peut le considérer comme une chance. Mais il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'acte sexuel, sur la sexualité, sur la sensualité. Sensualité ne veut pas dire éjaculation, rapport sexuel ne veut pas dire éjaculation, plaisir entre partenaires ne veut pas dire éjaculation à tout va. Donc il y a beaucoup de choses à questionner et il s'agit de porter la question au sein de la relation, directement. Pour moi, ça c'est important. Voilà, j'espère qu'on serait fait comprendre. Mais en tout cas, entre les deux, stérilet en cuivre. Alexandra, par où commencer? Oh, c'est une super question, ça, pour terminer. Ouais, je sais pas, on verra. Peut-être que on va faire comme si je la bouclais, puis si je la boucle pas, je la reprends demain matin avec, il me restait d'autres questions derrière. Mais là au moins on aura suivi, puis si j'ai pas le temps demain matin, comme ça je la diffuserai à ce point-là. Coucou Thierry, je voulais savoir comment commencer la conquête du cru et l'égélisme. Je ne sais pas par où commencer. Bon week-end à toi et merci pour tout ce que tu apportes en espérant te voir à Nantes un jour, moi aussi. Tu ne sais pas par où commencer. Alléluia! À partir du 30 novembre commence Terra Incognita. Terra Incognita, on est là, au jour où j'enregistre cette vidéo, on est en train de finaliser tout ça. Il va y avoir une page sur le site internet. Il va y avoir des conférences. Enfin, il va y avoir une conférence à Lyon. Peut-être à Carcassonne aussi. Lyon, Carcassonne, je crois qu'il va y avoir 2 conférences, le 11 et le 12. Si Carcassonne c'est le 12, Lyon c'est le 11, à Écully, le 11 de 19h à 23h, grande conférence, j'y serai. Super fête à Écully. Il va y avoir une page sur le site internet avec surtout la possibilité de créer des événements, des pique-niques. Vous invitez, vous avez une petite pièce chez vous, vous pouvez inviter 6 personnes, ok, vous mettez tel jour à telle heure, j'invite 6 personnes. Contactez-moi au tagalik pour partager un repas. Et puis le repas c'est qu'un prétexte pour échanger. Moi j'invite tous ceux qui veulent venir le 6 décembre à côté de Montesco, ça sera marqué sur le site, donc un peu au sud de Perpignan, pour un grand pique-nique festif. Il y a de la place, vous pouvez être plusieurs centaines, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir.
pouvez venir avec les enfants, tant mieux. Il y aura beaucoup d'enfants déjà, je vous préviens. Et donc chacun pourra s'inscrire. Il y aura un cahier téléchargeable sur le site qui est quasiment prêt, hein, que vous allez pouvoir télécharger, et Alexandra, ça va répondre à ta demande. Il y aura des phases qui seront indiquées, et puis ces phases, je vais les illustrer. Ça sera des phases de progression sur le plan alimentaire, sur le plan du mode de vie. Progression, pas au sens de meilleur ou moins bien, progression au sens de une gradation. Et tout ça réuni, ça va faire Terra Incognita, une vidéo par jour à partir du 30 novembre, 3 semaines de vidéos avec des tas d'invités, vous allez voir, il y a beaucoup de surprises cette année, et les dernières ne seront pas les moindres, avec des partages, avec des recettes, avec des vidéos thématiques. Le thème de cette année, j'ai appelé ça « Jeûner à ce monde ». Jeûner à ce monde parce que je pense qu'il est temps vraiment d'inclure d'autres paramètres que l'alimentation. Ok, l'alimentation c'était le tour de chauffe, là c'était gentil, là pendant 3-4 ans, on s'est mis en bouche avec ça, ça paraissait un peu compliqué, mais non ça va, on maîtrise. Ok, tu maîtrises l'alimentation, maintenant il est temps de réformer le reste. Tu croyais être arrivé. Tes besoins vitaux, ils sont où? Ah ben là voilà, Terra Incognita. Alors si tout est prêt déjà, je vous indiquerai quelque part par ici à cliquer sur le site. Sinon, ça va être diffusé sur Facebook. Il va y avoir les annonces. Retenez bien ces dates. Le 6 décembre du côté de Perpignan pour un grand pique-nique. Le 11 décembre à Lyon. Peut-être le 12 décembre à Carcassonne si tout se boucle comme prévu. Des pique-niques organisés partout en France par vous, par toi, chez toi, dans ta petite maison, dans ta petite cuisine. Si tu peux réunir que 3 personnes, ok, tu les invites pour faire un jus, hein, à telle heure, tel jour, à tel endroit. Chacun s'inscrit et dit voilà, viens chez moi, viens, on partage. Puis quand on partage un jus, on partage des idées, on partage, oh, ok, mais on pourrait s'organiser pour faire ceci, pour faire cela, pour partager cela. Puis moi j'ai telle difficulté, j'ai tel besoin, ok, moi je peux y répondre, ok, voilà. Le salut n'est pas individuel. On ne peut pas s'en sortir individuellement. Si on ne sort pas de cette idéologie nauséabonde de l'individualisme, alors à ce moment-là, il y a un des besoins vitaux qui n'est pas rempli et tous les besoins vitaux ne sont pas remplis. La seule solution, c'est de se tenir les bras les uns les autres et d'avancer ensemble et solidairement. Ça va être vraiment le gros message de ce Terra Incognita et je t'invite à nous retrouver. Tout va être sur le site au plus tard une semaine avant le début de Terra Incognita. Je mets la pression au webmaster, t'as pas intérêt à nous lâcher. Blague à part, donc le lundi 15, 16 et 7, lundi 23 à peu près, tout devrait être sur le site au plus tard. Je vous encourage à venir voir sur le site regenere.org. Bienvenue en Terra Incognita. Cette année, on va jeûner à ce monde. On ferme la vidéo, on va voir. Si j'ai du temps ce soir ou demain matin, je prends les autres questions. Sinon, ça sera la fin du question-réponse et puis on se retrouve rapidement pour le suivant. Bonne régénération à tous. Merci pour tout ce que l'on partage. C'est trop bon et ça va faire que continuer.